Un millionnaire l'a sauvée d'un grave accident sur la route. Mais il ne s'attendait pas à la revoir entrer dans sa maison. En plastique, cette femme simple a éveillé en lui quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Et ce qu'elle lui a révélé ensuite a changé le cours de sa vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Le ciel de Lyon s'est réveillé gris en ce mardi d'automne. Hélène Dubois, 62 ans, préparait la table pour le petit déjeuner solitaire qui était devenu son rituel depuis qu'elle avait pris sa retraite, comme professeure d'université. Les rayons de soleil tentaient de percer les nuages, illuminant partiellement le petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. Les murs, autrefois couverts de portraits de famille, n'affichèrent plus que quelques photographies de ses enfants, qui vivaient à l'étranger depuis des années. Hélène toucha la tasse de porcelaine héritée de sa mère, sentant la chaleur réconfortante du café noir. La retraite, qui aurait dû être une libération après 30 ans d'enseignement de la littérature française, s'était transformée en une prison de silence. Les jours se traînaient, identiques, prévisibles. Elle regarda la vieille horloge sur le mur de la cuisine. Il était 7h30, l'heure d'aller au marché. Elle enfila un léger manteau, prit son sac de courses écologiques et sortit. Elle descendit les escaliers avec précaution. L'ascenseur était en maintenance pour la 3e fois ce mois-ci. Sur le trottoir, elle sentit l'air humide de la capitale des Gaules et marcha d'un pas lent jusqu'au marché qui se tenait tous les mardis et jeudis au bout de la rue. Le mouvement au marché était tranquille à cette heure. Hélène parcourait les étals avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque vendeur, chaque produit. Elle acheta quelques fruits, des légumes et un pain intégral artisanal que le boulanger gardait spécialement pour elle. Elle pensait au déjeuner qu'elle préparerait uniquement pour elle-même, quand en traversant la rue pour retourner à son appartement, elle ne remarqua pas le vélo qui tournait au coin à grande vitesse. L'impact ne fut pas fort, mais suffisant pour la déséquilibrer. Les courses s'éparpillèrent sur l'asphalte, tandis qu'Hélène sentait son corps céder à la gravité. Avant qu'elle n'atteigne le sol, elle sentit une paire de mains fermes la soutenir. « Madame, vous allez bien ?»« Je suis désolé, je n'ai pas pu freiner à temps. » Hélène leva les yeux et vit un homme d'environ 40 ans, barbe naissante et yeux d'un vert troublant. Il l'aida à se relever tout en ramassant les fruits qui roulèrent sur l'asphalte. « Je fais bien. C'était juste une frayeur, » répondit Hélène, rajustant son manteau et essayant de retrouver sa contenance. Elle sentait son cœur s'accélérer, ne sachant pas si c'était dû à la peur ou au toucher inattendu de ses mains. « Laissez-moi vous aider à porter ces courses. C'est le minimum que je puisse faire après avoir failli vous renverser, » insista l'homme, prenant le sac de courses de ses mains. « Ce n'est pas nécessaire, j'habite tout près. » Tenta de refuser Hélène, mais une douleur aiguë à la cheville la fit vaciller. « Vous êtes tordu, la cheville. Vous ne pouvez pas marcher comme ça, » observa-t-il, inquiet. « Je m'appelle Raphaël. J'ai une trousse de premier secours chez moi, à 2 pâtés de maison d'ici. Je peux soigner cette cheville avant qu'elle ne gonfle. » Hélène hésita. Elle ne faisait pas habituellement confiance aux étrangers, encore moins pour aller chez eux. Mais il y avait quelque chose de sincère dans l'inquiétude de Raphaël. Et peut-être, une petite partie d'elle était fatiguée de la routine, aspirant secrètement à quelque chose, n'importe quoi, qui briserait le schéma des jours identiques. « D'accord, » céda-t-elle finalement. « Mais après je rentre directement chez moi, j'ai des engagements. » C'était un mensonge, et tous deux semblèrent le savoir. Raphaël conduisit Hélène jusqu'à une rue arborée près du parc de la Tête d'Or. Il s'arrêta devant une construction qui contrastait complètement avec les maisons traditionnelles du quartier. C'était une structure singulière, avec des murs en verre recyclé, du bois récupéré et un toit végétalisé. Elle semblait sortie d'un magazine d'architecture durable. « C'est ici que vous habitez ?» demanda Hélène sans pouvoir cacher sa surprise. « Oui, c'est mon foyer et mon projet », répondit Raphaël, ouvrant un portail fait de planches de palette peintes en bleu. « C'est une maison durable expérimentale, une partie d'un programme que je développe avec l'université. » Hélène entra appuyée sur le bras de Raphaël. L'intérieur de la maison était encore plus surprenant. Des meubles faits de matériaux recyclés, un éclairage naturel abondant, des plantes, partout. C'était comme entrer dans un autre monde, un où la nature et la technologie cohabitaient en harmonie.
Raphaël l'aida à s'asseoir sur un canapé, fait de palettes, avec des coussins colorés. Il apporta de la glace pour sa cheville et une tasse de tisane à la mélisse qu'il cultivait, expliqua-t-il, dans son propre jardin vertical du salon. « Vous êtes architecte ?» demanda Hélène, observant les dessins techniques éparpillés sur une table improvisée. « Ingénieur environnemental, en fait. Je travaille sur des projets à faible impact et des solutions durables pour l'habitat, expliqua-t-il, tout, en examinant soigneusement la cheville d'Hélène. « Vous êtes professeur. J'étais professeur, pour être précise, de littérature française à l'université Lyon 2. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans, répondit-elle, ressentant une pointe de mélancolie en parlant de sa profession au passé. Et s'il vous plaît, appelez-moi Hélène. Madame, me fait me sentir encore plus vieille que je ne le suis déjà. Raphaël sourit, et Hélène remarqua comme ce sourire transformait son visage, adoucissant les lignes d'expression qui marquaient son front. La cheville ne semble pas cassée, juste une légère entorse. En quelques jours, ça ira mieux, diagnostiqua-t-il. Mais ce serait bien d'appliquer de la glace régulièrement. Hélène acquiesça, reconnaissante pour l'aide, mais aussi étrangement réticente à quitter cet endroit insolite. Il y avait quelque chose de captivant dans la simplicité fonctionnelle de l'espace, dans la façon dont chaque élément semblait avoir une histoire et un but. Cette maison fait-elle partie d'un projet plus grand ? Demanda-t-elle, sincèrement intéressée. Les yeux de Raphaël brillèrent à la question, comme si Hélène avait touché quelque chose de profond. C'est un prototype. Je développe des modèles d'habitat durables qui peuvent être reproduits dans des communautés à faible revenu. À faible revenu, l'idée est de créer des logements dignes, avec un faible coût d'entretien et un impact environnemental minimal. Hélène écouta attentivement, tandis que Raphaël expliquait les détails techniques du projet. La façon dont il captait l'eau de pluie, comment il utilisait la lumière solaire, comment le toit vert servait d'isolant thermique naturel. Il parlait avec passion, gesticulant et dessinant occasionnellement des schémas rapides sur un bloc-notes pour illustrer ses points. Pendant un moment, Hélène oublia l'entorse à sa cheville, les courses qui commençaient à se réchauffer dans le sac et même la solitude qui l'attendait chez elle. Elle était complètement absorbée par l'explication enthousiaste de cet homme qui, quelques minutes auparavant, n'était qu'un étranger qui avait failli la renverser à vélo. Quand elle regarda finalement l'horloge sur le mur, faite d'un disque vinyle fondu et moulé, elle réalisa que 2 heures s'étaient écoulées. « Mon Dieu, je dois y aller », dit-elle, se levant brusquement et sentant une douleur dans sa cheville. « Mes courses. Je vous raccompagne chez vous, » offrit Raphaël. « Et ne vous inquiétez pas pour les courses. J'ai rangé les produits périssables dans le réfrigérateur. » Hélène ouvrit la bouche pour protester, mais aucun argument convaincant ne lui vint à l'esprit. En fait, la perspective de prolonger un peu plus cette rencontre inattendue ne lui déplaisait pas. « D'accord, j'accepte le trajet », acquiesça-t-elle, essayant d'ignorer l'étrange sensation qu'elle faisait quelque chose d'inhabituel, quelque chose qu'aucun de ses anciens collègues de l'université ou ses enfants éloignés n'approuverait. Raphaël l'aida à monter dans une petite voiture électrique, un autre exemple de son dévouement à la durabilité. Durant le bref trajet jusqu'à l'appartement d'Hélène, ils conversèrent comme de vieux amis. Il parla de ses projets, elle de ses années à l'université et des auteurs français qu'elle admirait le plus. Quand ils arrivèrent, Raphaël insista pour l'accompagner jusqu'à la porte de l'appartement, portant les courses. Lors des adieux, un moment d'hésitation plana entre eux. « Merci pour tout, Raphaël », dit Hélène recevant les sacs de courses. « Ce fut un plaisir de vous connaître, Hélène, et encore une fois, désolé pour la frayeur. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta avant d'atteindre l'ascenseur. « Vous savez, j'organise un atelier sur le compostage domestique samedi prochain, à la Maison Durable. Si cela vous intéresse, ce serait formidable de pouvoir compter sur votre expérience éducative. » Hélène sentit quelque chose s'éveiller en elle, une curiosité, un intérêt qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « J'y réfléchirai, » répondit-elle, avec un sourire contenu. Quand elle ferma la porte, Hélène réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle attendait le samedi avec impatience. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre apparemment fortuite changerait à jamais le cours de sa vie,
entrelaçant son destin à celui de Raphaël de manière qu'aucun des deux ne pouvait prévoir en cette matinée grise d'automne à Lyon. Le samedi arriva avec un ciel étonnamment bleu, comme si la nature voulait célébrer la décision d'Hélène. Après 3 jours de débat intérieur, elle avait finalement décidé d'assister à l'atelier de compostage à la Maison Durable. Elle s'habilla avec soin, un pantalon en lin bleu marine et un chemisier en coton biologique que sa fille Louise lui avait offert des années auparavant. Elle attacha ses cheveux gris en un chignon lâche et, dans une impulsion qu'elle-même ne comprit pas, passa un rouge à lèvres discret. En arrivant à la Maison Durable, Hélène fut surprise par l'animation. Une quinzaine de personnes, d'âges différents, conversaient avec entrain dans le jardin avant. Raphaël, portant un t-shirt délavé avec l'inscription « Planté, votre avenir », organisait du matériel sur une grande table en bois recyclé. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Hélène, je suis content que vous soyez venue », s'exclama-t-il, s'approchant pour l'accueillir. « Comment va votre cheville ?»« Beaucoup mieux, merci », répondit-elle, se sentant étrangement nerveuse, comme une adolescente. Raphaël la présenta au groupe. Il y avait des étudiants universitaires, un couple de personnes âgées passionnées de jardinage, des mères avec de jeunes enfants et même un chef cuisinier intéressé par une meilleure utilisation des déchets organiques de son restaurant. Hélène se sentit accueillie par la diversité de ce groupe uni, par un intérêt commun. L'atelier commença avec Raphaël expliquant les principes de base du compostage. Hélène observait, admirative, la manière didactique et passionnée dont il transmettait des connaissances techniques de façon accessible à tous. Il y avait en lui un éducateur né, quelqu'un qui, comme elle durant ses années d'enseignement, croyait au pouvoir transformateur du savoir partagé. Pendant la pause, alors que les participants profitèrent d'une collation préparée avec des ingrédients biologiques, Hélène s'approcha de Raphaël. « Vous avez un don pour enseigner », commenta-t-elle. « Avez-vous déjà pensé à donner des cours à l'université ?» Raphaël rit un peu gêné. « En fait, j'ai déjà donné quelques conférences en tant qu'invité, mais je préfère ce format plus informel, vous savez. Ici, je peux atteindre des personnes qui ne mettraient peut-être jamais les pieds. » Dans une salle de classe universitaire, Hélène acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Combien de fois n'avait-elle pas senti que les murs de l'académie empêchèrent le savoir d'atteindre ceux qui en avaient réellement besoin? L'atelier se poursuivit avec une partie pratique, où chacun construisit de petits composteurs domestiques à partir de seaux recyclés. Hélène fut surprise par sa propre habileté manuelle, quelque chose qu'elle avait rarement exercé dans sa vie dédiée aux livres et aux mots. À la fin de l'après-midi, alors que les participants commençaient à se disperser, Raphaël invita Hélène à découvrir le potager à l'arrière de la maison. C'était une petite oasis urbaine, avec des plates-bandes organisées en mandala, où poussaient des herbes aromatiques, des légumes et quelques fleurs comestibles. C'est le résultat pratique du compostage, expliqua-t-il, montrant un pied de tomate chargé de petits fruits rouges. Le cycle complet, du déchet à la table. Hélène toucha une feuille de basilic, sentant son arôme intense imprégner ses doigts. « C'est incroyable ce que vous avez construit ici, Raphaël, un véritable microcosme de ce que le monde pourrait être. » Il la regarda avec intensité, comme si, pour la première fois, il rencontrait quelqu'un qui comprenait vraiment l'essence de son travail. La plupart des gens ne voient que la surface, le côté esthétique ou économique. Peu comprennent que nous parlons d'une philosophie de vie, d'une relation différente avec le monde. Hélène sentit quelque chose vibrer en elle. Ces mots faisaient écho à ses propres pensées, ses propres inquiétudes, tout au long des années d'enseignement de la littérature. Il ne s'agissait pas de textes ou de techniques, mais de façon de voir et d'être dans le monde. Vous savez, Raphaël, je pense que nous avons besoin de plus de ponts entre les connaissances techniques que vous possédez et les réflexions humanistes que la littérature offre. Ses yeux brillèrent à la suggestion implicite. Seriez-vous prête à construire ces ponts avec moi? La question flotta dans l'air, chargée de possibilités. Hélène sentit son cœur s'accélérer, non de peur ou d'hésitation, mais d'une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Peut-être, » répondit-elle, avec un sourire énigmatique. « Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin à ce moment de ma vie. » Quand Hélène prit congé, la nuit commençait à tomber. Raphaël insista pour l'accompagner jusqu'à un taxi, soucieux de sa cheville. En partant, il lui donna un petit pot avec un plant de basilic. « Pour que vous commenciez votre propre potager urbain,
dit-il, avec ce sourire qu'Hélène commençait à attendre avec impatience. Dans les jours qui suivirent, Hélène se surprit à penser constamment à Raphaël et à la maison durable. Le basilic avait gagné une place d'honneur sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, où il recevait la lumière du matin. Elle se retrouvait à parler à la petite plante, lui racontant ses journées comme si c'était une confidente verte. Une semaine plus tard, Hélène reçut un message de Raphaël. Il organisait une soirée écologique à la maison durable et aimerait qu'elle y participe, peut-être en lisant un texte sur la nature ou la durabilité. « Nous avons besoin de plus de poésie dans nos discussions environnementales », disait le message. Hélène accepta immédiatement. Elle passa les jours suivants plongée dans ses étagères, redécouvrant des poèmes et des extraits de prose qui parlèrent de la relation de l'homme avec la nature. Elle sélectionna des textes de Victor Hugo, Charles Baudelaire et Paul Verlaine. Elle répéta les lectures à haute voix, sentant le plaisir presque oublié de donner vie aux mots par la voix. La soirée fut un succès. La maison durable, éclairée par des lanternes solaires, s'était transformée en un espace magique où science et art dialoguaient librement. Hélène lut ses textes choisis devant un public attentif, incluant quelques professeurs d'université que Raphaël avait spécialement invités pour l'écouter. À la fin de la soirée, alors que seuls quelques invités résistaient à l'heure tardive, Raphaël s'assit à côté d'Hélène sur un banc fait de troncs récupérés. « Vous avez... Ça a été incroyable, » dit-il avec une admiration sincère. « Vous avez réussi à traduire en mots beaucoup de ce que nous essayons de construire ici dans la pratique. » Hélène sentit son visage rougir sous le compliment sincère. « Merci. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. » Le mot s'échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Vivante. C'était exactement ainsi qu'elle se sentait depuis qu'elle avait rencontré Raphaël et la maison durable, comme si elle se réveillait d'une longue période d'hibernation émotionnelle. Ce soir-là, Raphaël l'accompagna jusqu'à chez elle. Au moment des adieux, il y eut un moment d'hésitation. Cet instant suspendu dans le temps où deux êtres humains reconnaissent une connexion qui va au-delà des mots. Hélène sentit son cœur battre comme il n'avait pas battu depuis des décennies. « Aimeriez-vous dîner avec moi demain ?» invita Raphaël, avec une timidité qui contrastait avec sa confiance habituelle en parlant de ses projets. « Je connais un restaurant qui ne travaille qu'avec des ingrédients biologiques et locaux. » Hélène sourit, se sentant rajeunie par la simplicité de cette invitation. « J'adorerais. » Le dîner s'étendit sur des heures. Ils parlèrent de livres, de projets durables, de souvenirs d'enfance, de rêves pour l'avenir. Ils découvrirent des coïncidences surprenantes. Tous deux avaient vécu en Alsace dans leur jeunesse, adoraient le même film français obscur, préféraient la mer à la montagne. À la fin de la soirée, Raphaël révéla quelque chose qu'il n'avait pas encore dit à Hélène. La maison durable rencontrait des problèmes avec la mairie. C'était un projet expérimental opérant dans une zone grise de la législation urbaine. Récemment, suite à des plaintes de voisins dérangés par l'activité, il avait reçu une notification pour régulariser la situation ou cesser les activités. « J'essaie d'obtenir une reconnaissance comme projet d'extension universitaire, ce qui nous donnerait une certaine protection institutionnelle, » expliqua-t-il préoccupé. « Mais la bureaucratie est lente et il y a des intérêts politiques impliqués. » Hélène sentit une indignation croître en elle. Comment quelque chose d'aussi positif, aussi transformateur, pouvait-il rencontrer de la résistance? « Puis-je aider d'une manière ou d'une autre ?» offrit-elle. « J'ai quelques contacts à l'université, d'anciens collègues qui pourraient peut-être accélérer ce processus de reconnaissance. » Raphaël la regarda avec gratitude. « Ce serait merveilleux. » Hélène. « Ce projet, c'est plus qu'une maison expérimentale. C'est un modèle de ce que je crois possible pour l'avenir. » Ce soir-là, en se séparant, Raphaël prit les mains d'Hélène entre les siennes. Le toucher était doux, respectueux, mais chargé d'une intensité qui fit vibrer tout son corps en réponse. « Merci d'être entré dans ma vie, » dit-il à voix basse, même si c'était littéralement par un accident. Hélène rit, se souvenant de la chute qui les avait unis. Parfois, les meilleures rencontres se produisent quand on trébuche. Il toucha son visage avec délicatesse, comme s'il craignait qu'Hélène puisse se défaire au moindre contact. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le temps suspendait son flux implacable.
Hélène se sentit transportée dans un lieu où l'âge n'était qu'un chiffre sans signification, où le cœur ne vieillissait pas et ne se lassait pas de sentir. Le baiser fut bref, presque chaste mais chargé de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient, complices d'un délicieux secret que l'univers leur avait confié. Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est que ce moment de bonheur serait suivi de défis bien plus grands que ce qu'elle imaginait. Des forces puissantes commençaient à se mobiliser contre la maison durable, et le passé de Raphaël gardait des secrets qui mettraient à l'épreuve non seulement l'amour naissant entre eux, mais aussi leurs convictions les plus profondes. Dans les semaines qui suivirent, Hélène se plongea à corps perdu dans le projet de la maison durable. Utilisant ses contacts à l'université, elle réussit à organiser une réunion avec le directeur des extensions, son ancien collègue de département, le professeur Charles Dupont. Au début, il se montra sceptique quant au projet de Raphaël, le qualifiant d'amateurisme bien intentionné. Mais Hélène, avec l'éloquence qui avait fait d'elle l'une des professeurs les plus respectées de la faculté de lettres, défendit passionnément l'importance sociale et environnementale de l'initiative. « Charles, tu dois visiter l'endroit avant d'émettre un jugement », insista-t-elle. « Ce que Raphaël construit là-bas n'est pas seulement une maison écologique, c'est un laboratoire vivant de possibilités pour l'avenir. » À contre-cœur, le professeur accepta de visiter la maison durable. La visite fut fixée à un mercredi matin. Hélène était nerveuse comme elle ne l'avait jamais été avant un cours inaugural ou une soutenance de thèse. C'était d'une certaine façon sa propre défense, non pas d'un travail académique, mais d'une nouvelle direction pour sa vie. Raphaël accueillit le professeur avec la même passion et clarté avec lesquelles il menait ses ateliers. Il montra chaque détail de la maison, le système de collecte d'eau de pluie, le chauffe-eau solaire fait avec des bouteilles en PET, le potager vertical qui utilisait des techniques d'hydroponie, les meubles construits à partir de bois de démolition. Charles, initialement réservé, se rendit progressivement à l'évidence sérieuse et au fondement scientifique derrière l'apparent amateurisme. « Je dois avouer que je suis impressionné, Raphaël », admit-il à la fin de la visite, alors qu'il dégustait un thé à la menthe fraîchement cueilli. « Il y a une rigueur méthodologique dans votre travail que je ne m'attendais pas à trouver. » Hélène ressentit une immense fierté pour Raphaël à ce moment-là. Elle observait comment il répondait aux questions techniques de Charles, avec assurance et humilité simultanément, toujours ouvert aux suggestions, toujours reconnaissant les limites du projet. L'université pourrait grandement bénéficier d'un partenariat avec vous, conclut Charles, au grand soulagement d'Hélène et de Raphaël. Je vais soumettre le projet à l'évaluation du conseil d'extension, avec ma recommandation favorable. Lorsque le professeur partit, Raphaël serra Hélène dans ses bras avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Nous n'aurions pas réussi sans toi, » murmura-t-il à son oreille. « Tu es incroyable, tu le sais. » Elle sourit, sentant son visage se réchauffer sous le compliment sincère. Ces dernières années, elle s'était habituée à être vue comme une professeure retraitée, une veuve solitaire, une mère distante. C'était revigorant d'être reconnue pour ses compétences, sa passion, sa capacité à articuler et à convaincre. Cette nuit-là, Hélène ne rentra pas chez elle. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, elle resta à la maison durable. Ils firent l'amour avec la tendresse de ceux qui redécouvrent leur propre corps à travers le regard de l'autre. Hélène, qui croyait que certaines portes lui étaient définitivement fermées, se retrouva à entrer dans un territoire de sensations depuis longtemps oublié. Le lendemain matin, elle se réveilla au chant des oiseaux qui habitaient le jardin. Raphaël était déjà debout, préparant un petit déjeuner avec des fruits de saison et du pain complet qu'il avait lui-même cuit. Hélène l'observa, à moitié caché par le drap en coton biologique, émerveillée par le naturel de cet homme, par sa connexion viscérale avec le monde qui l'entourait. « Bonjour, marmotte », sourit-il, apportant un plateau au lit improvisé dans la mezzanine de la maison. « Bien dormi ?» Hélène acquiesça, incapable d'exprimer en mots la plénitude qu'elle ressentait. Ils avaient transcendé la barrière de l'âge, des parcours de vie, des attentes sociales. Là, dans cette maison qui défiait les conventions architecturales, il défiait également les conventions sur les relations, sur quand et comment l'amour peut fleurir. L'idylle, cependant, fut de courte durée. Pendant qu'ils prenaient à leur bain,
Café, le téléphone portable de Raphaël sonna. C'était Marc, l'un des étudiants qui fréquentait les ateliers de la maison durable. La voix de l'autre côté semblait urgente, alarmée. Une équipe d'inspection municipale est en route, informa Marc, qui travaillait à la mairie et avait accès à des informations privilégiées. Il semble qu'il y ait eu une plainte, formelle contre la maison. Quelque chose concernant l'utilisation irrégulière du sol urbain et des réunions non autorisées. Raphaël pâlit. Hélène vit la peur dans ses yeux, pas une peur ordinaire, mais quelque chose de plus profond, comme si cette nouvelle représentait une menace plus grande que la fermeture du projet. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, se levant déjà et s'habillant précipitamment. « Tu dois partir, dit Raphaël avec une fermeté qui la surprit. Je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Ta réputation à l'université. Ne sois pas ridicule, interrompit Hélène avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à diriger des salles de classe. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Je ne vais pas t'abandonner maintenant. Raphaël hésita, visiblement partagé, entre la gratitude pour son soutien et le désir de la protéger. Hélène, il y a des choses sur moi, sur ce projet, que tu ne sais pas, dit-il finalement à voix basse. Des choses qui pourraient compliquer ta vie si tu es associé à moi quand les inspecteurs arriveront. Elle sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Que pourrait cacher Raphaël? Quel secret portait cet homme qui, en quelques semaines, avait transformé sa vie de manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible? Avant qu'elle ne puisse insister, ils entendirent des coups fermes à la porte. Les inspecteurs étaient arrivés. Raphaël respira profondément, redressa les épaules et alla ouvrir. Hélène le suivit, déterminée à affronter ce qui les attendait ensemble. À la porte, 2 hommes en uniforme présentèrent un ordre d'inspection. Derrière eux, à la surprise et à la consternation d'Hélène, se tenait Auguste Mercier, entrepreneur dans le secteur immobilier et connu pour ses projets de luxe qui ignoraient les questions environnementales. Il était aussi, par coïncidence, le mari d'une ancienne collègue de département d'Hélène. « Professeur Raphaël Moreau », dit l'un des inspecteurs, consultant son bloc-notes. « Nous avons une plainte concernant l'utilisation irrégulière de cette propriété, incluant des activités commerciales non autorisées et des violations du code de construction municipale. C'est une résidence privée où j'accueille occasionnellement des amis pour partager des connaissances sur la durabilité, répondit Raphaël avec un calme étudié. Il n'y a pas d'activité commerciale ici. L'inspecteur regarda autour de lui, clairement sceptique. Et les ateliers? Les cours annoncés sur les réseaux sociaux? Les dons sollicités pour l'entretien de l'espace? Hélène réalisa que la situation était plus grave qu'elle ne l'imaginait. Quelqu'un avait fait une recherche détaillée sur les activités de la maison durable, compilant des preuves contre eux. « Les ateliers sont gratuits et les dons sont volontaires », intervint-elle, utilisant son ton le plus professoral. « Il n'y a pas de commerce ici, seulement de l'éducation environnementale. » Auguste Mercier, qui jusqu'alors observait la scène avec un sourire sardonique, fit un pas en avant. « Professeur Hélène, quelle surprise de vous trouver ici, si tôt, dit-il avec une cordialité feinte. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à ce genre d'initiatives alternatives. » Le ton condescendant fit bouillir le sang d'Hélène, mais elle garda son sang-froid. « Monsieur Mercier, ceci est un projet éducatif avec un immense potentiel pour transformer notre ville. L'université, d'ailleurs, évalue un partenariat formel. » Auguste rit, un son sec et désagréable. « Je crains qu'il ne soit trop tard pour cela, professeur. Cette propriété se trouve dans une zone destinée exclusivement à un usage résidentiel unifamilial. Les activités qui s'y déroulent sont clairement incompatibles avec le zonage. » Raphaël tenta d'argumenter, expliquant le caractère expérimental et éducatif du projet, mais les inspecteurs avaient déjà commencé à photographier les lieux et à remplir des formulaires de notification. « Vous avez 30 jours pour régulariser la situation ou cesser toutes les activités non résidentielles », informa l'inspecteur, remettant un document officiel à Raphaël. « Après ce délai, si les irrégularités persistent, la propriété pourra être mise sous scellé. » Lorsque les inspecteurs et Auguste furent enfin partis, Raphaël s'effondra sur une chaise, soudain épuisé. Hélène s'assit à côté, de lui prenant ses mains entre les siennes. « Nous trouverons une solution, dit-elle, avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait réellement. La réunion avec le conseil d'extension est la semaine prochaine.
Si nous obtenons le partenariat avec l'université, Raphaël secoua la tête, un geste de défaite qu'Hélène n'avait pas encore vu chez lui. Ce n'est pas si simple, Hélène. Il y a des complications. Quelles complications? Demanda-t-elle, sentant que le moment était enfin venu pour Raphaël de révéler ce qu'il essayait de cacher. Il se leva, marcha jusqu'à une étagère et prit un vieux dossier usé. De l'intérieur, il sortit des coupures de journaux jaunis par le temps. « J'ai besoin que tu lises ceci, » dit-il, remettant les coupures à Hélène. « Et ensuite, si tu veux toujours rester à mes côtés, nous parlerons de comment sauver la maison durable. » Hélène ajusta ses lunettes et commença à lire les titres vieillis. Au fur et à mesure qu'elle absorbait les informations, son cœur s'accélérait. Les coupures racontaient l'histoire d'un groupe d'activistes environnementaux qui, 8 ans plus tôt, avaient occupé le terrain d'une entreprise de construction à Paris, empêchant le début des travaux d'une résidence de luxe qui détruirait le dernier fragment de forêt dans la région. L'occupation, initialement pacifique, avait escaladé en confrontation avec la police. Il y avait eu des arrestations, des procès. Et là, sur une photo décolorée qui montrait des activistes emmenés par des policiers, Hélène reconnut un visage plus jeune, mais inconfondable, Raphaël. « Tu étais l'un des leaders de l'occupation, » murmura-t-elle, le regardant avec des yeux nouveaux. Raphaël acquiesça à l'expression grave. « J'ai été condamné pour dommages à la propriété privée et incitation au désordre. J'ai passé 2 ans en prison. » Hélène eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'homme dont elle tombait amoureuse, le gentil éducateur environnemental, avait été un prisonnier, un condamné par la justice. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que les gens comme toi s'enfuient généralement en courant quand ils découvrent mon passé, » répondit-il avec amertume, « et je ne voulais pas te perdre. » Hélène ressentit une vague d'émotions contradictoires, choc, déception face à l'omission, mais aussi une compréhension plus profonde de qui était Raphaël et pourquoi la maison durable signifiait tant pour lui. « Ce terrain, » commença-t-elle, reliant les points. « La maison durable fait partie de ma conditionnelle, » confirma Raphaël. « Un programme de réhabilitation pour ex-détenus ayant une formation technique. Construire ce modèle d'habitat durable et l'utiliser pour l'éducation environnementale communautaire est ma façon de rendre à la société pour mon crime. » Hélène traita l'information lentement. Soudain, l'urgence de l'inspection, la présence d'Auguste Mercier, tout prenait un nouveau sens. « Mercier sait-il cela? À propos de ton passé ?» Raphaël acquiesça. L'entreprise de construction que nous avons essayé d'empêcher à Paris était une filiale de son groupe. Ce n'est pas une coïncidence, Hélène. Il est derrière la plainte. Il veut me voir retourner en prison. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'implications. Hélène regarda autour d'elle, vers la maison durable qui était devenue une partie de sa vie, vers l'homme complexe et contradictoire devant elle. Il y avait une décision à prendre ici, à ce moment. Ce que tu as fait, dit-elle finalement, choisissant ses mots avec soin, était un acte de désobéissance civile, motivé par des convictions profondes sur la justice environnementale. Je ne vais pas te juger pour cela. Les yeux de Raphaël brillèrent de larmes contenues. « Et qu'en est-il de nous ?» demanda-t-il, d'une voix rauque. « Cela change-t-il ce qui se passe entre nous ?» Hélène se leva et marcha vers lui. Elle prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder directement dans les yeux. « Je suis professeur de littérature française, Raphaël. J'ai passé ma vie à enseigner sur Victor Hugo, qui a été exilé politique, Émile Zola, qui a affronté l'antisémitisme et l'exclusion, Simone de Beauvoir, qui a transformé l'oppression en littérature. Crois-tu vraiment que ton passé m'éloignerait ?» Le soulagement sur son visage était palpable, presque physique. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Raphaël, l'espoir revenant dans sa voix. Hélène sourit, sentant une détermination grandir en elle. « Maintenant, nous allons lutter, avec toutes les armes que nous avons. » Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est que cette lutte ne serait que le début d'une bataille bien plus grande, qui testerait non seulement leur amour naissant, mais aussi leurs convictions les plus profondes sur la justice, le pouvoir et le véritable sens de reconstruire une vie. La nouvelle concernant l'inspection et la possible interdiction de la maison durable se répandit rapidement parmi les habitués du lieu. Le lendemain,
Hélène fut surprise de trouver des dizaines de personnes réunies volontairement pour discuter des stratégies de résistance. Des étudiants, des professeurs, des voisins, tous préoccupés par l'avenir de ce qui était devenu un important point de rencontre et d'apprentissage dans la communauté. Parmi les présents, Hélène reconnut des visages familiers. Le couple de jardiniers âgés, le chef de restaurant, quelques-uns de ses anciens élèves qui avaient participé à la soirée écologique. Il y avait aussi de nouveaux soutiens, un avocat environnemental qui s'offrit à les conseiller juridiquement, une conseillère municipale, écologiste, des journalistes d'un portail d'information indépendant. Raphaël observait le mouvement avec un mélange de gratitude et d'étonnement. « Je n'aurais jamais imaginé que tant de personnes s'en soucieraient », confia-t-il à Hélène. Quand ils purent enfin avoir un moment seul, elle serra sa main en réponse, tout aussi émue par la mobilisation spontanée. La réunion aboutit à la création d'un comité de défense de la maison durable. Ils se divisèrent en groupes de travail, un responsable de la communication et de la diffusion sur les réseaux sociaux, un autre chargé de la partie juridique, cherchant des failles dans la législation qui permettraient la régularisation de l'espace, un troisième concentré sur l'articulation politique, essayant de sensibiliser les conseillers municipaux et les secrétaires municipaux. Hélène assuma naturellement la direction du groupe d'articulation institutionnelle, utilisant ses contacts à l'université pour accélérer le processus de reconnaissance du projet comme extension universitaire. Raphaël, pour sa part, coordonnait la documentation technique nécessaire, démontrant comment la maison durable respectait et souvent dépassait les exigences de sécurité et de salubrité requises par le code de construction. Les jours qui suivirent furent d'une activité intense. Hélène s'installa pratiquement à la maison durable, ne retournant à son appartement que pour chercher des vêtements et des livres. Sa vie antérieure, marquée par la monotonie et la solitude, semblait de plus en plus lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Au milieu de l'agitation de la campagne pour la préservation de la maison, la relation entre Hélène et Raphaël s'approfondissait. La révélation sur son passé, au lieu de les éloigner, créa un nouveau niveau d'intimité. Dans les rares heures de repos qu'ils avaient, ils partagèrent des histoires, des peurs, des rêves. Hélène raconta son mariage de 2 décennies avec un homme qui ne l'avait jamais vraiment comprise, l'éloignement progressif de ses enfants qui avaient construit leur vie à l'étranger, la sensation de vide que la retraite avait apporté. Raphaël, à son tour, révéla plus de détails sur sa trajectoire d'activisme environnemental. Comment il avait grandi dans une communauté riveraine en Normandie, voyant de près les effets de la dévastation. Comment il avait obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie environnementale à Paris. Comment il s'était radicalisé en réalisant que les voies institutionnelles semblaient insuffisantes face à l'urgence de la crise. Et écologique. La prison m'a appris beaucoup de choses, confia-t-il. Une nuit où il contemplait les étoiles depuis la terrasse de la maison. Principalement qu'il y a plusieurs façons de lutter, que parfois le chemin le plus lent est aussi le plus durable. Hélène comprenait ce qu'il voulait dire. Dans sa propre trajectoire académique, elle s'était souvent frustrée de la lenteur des changements, de la résistance aux nouvelles idées. Mais elle avait aussi témoigné comment, à travers l'éducation persistante, les esprits pouvaient être transformés, les paradigmes pouvaient être brisés. Alors que le délai de 30 jours approchait, la campagne pour la maison durable prenait de l'ampleur. Une pétition en ligne recueillit plus de 10 000 signatures. La presse locale commença à couvrir l'affaire, contrastant le projet innovant de Raphaël avec les entreprises à fort impact environnemental d'Auguste Mercier. La conseillère municipale réussit à programmer une audience publique à l'hôtel de ville pour discuter du cas et proposer des modifications à la législation de zonage qui tiendraient compte d'initiatives durables comme celle de Raphaël. Cependant, il y avait aussi des résistances. Des voisins plus conservateurs se plaignaient du mouvement dans la rue. Auguste Mercier, utilisant ses contacts dans la presse traditionnelle, faisait des insinuations sur le caractère douteux du projet et de son créateur. Dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, des questions surgissaient sur la véritable nature de la relation entre la respectable professeure retraitée et l'ex-prisonnier. Hélène ressentait le poids de ces commentaires plus qu'elle ne l'admettait à Raphaël. Bien qu'elle ne regrettât pas son choix, cela faisait mal de voir sa réputation construite au fil des décennies
être remise en question. Plus douloureux encore fut de recevoir un appel de son fils aîné, Michel, qui avait vu l'écho de l'affaire même en vivant à Berlin. « Maman, que se passe-t-il » demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je vois des nouvelles à propos de toi impliqué dans une sorte de communauté alternative, et avec un homme bien plus jeune. » Hélène respira profondément. Elle avait craint et, simultanément, attendu ce moment. « Michel, à 62 ans, je crois avoir le droit de choisir comment et avec qui vivre ma vie, » répondit-elle avec une fermeté qui surprit son fils. « Bien sûr, maman, je ne remets pas cela en question, » se défendit-il. « Je suis juste inquiet. Cet homme, il a un passé, tu sais ?»« Comme nous tous, » rétorqua Hélène. « Raphaël a commis des erreurs motivées par des convictions, que je respecte profondément, et il reconstruit sa vie d'une manière que je trouve admirable. » La conversation se prolongea pendant plus d'1 heure. Michel, initialement résistant, comprit progressivement la transformation que vivait sa mère. À la fin, il promit de venir lui rendre visite lors de ses prochaines vacances, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Je veux rencontrer ce Raphaël et cette fameuse maison durable qui t'ont conquise, » dit-il, sur un ton qui mêlait curiosité et prudence. Hélène raccrocha avec un sourire. Malgré toutes les difficultés, elle sentait que quelque chose d'important était en train d'être reconstruit. Pas seulement la maison durable, mais sa propre connexion avec son fils. Le 25e jour, après la notification, vint la première victoire. Le conseil d'extension de l'université approuva à l'unanimité le partenariat avec la maison durable. Le projet deviendrait officiellement un laboratoire vivant de pratiques durables, lié au département d'ingénierie environnementale et d'architecture et urbanisme. Cette décision garantissait un soutien institutionnel fondamental, bien qu'elle ne résolve pas complètement la question du zonage. L'audience publique à l'hôtel de ville, fixée au 28e jour, serait cruciale. Hélène, Raphaël et toute l'équipe du comité de défense se préparèrent méticuleusement, rassemblant des données, des témoignages, des preuves de l'impact positif de la maison sur la communauté. La veille de l'audience, Hélène trouva Raphaël sur la terrasse, contemplant la ville avec une expression préoccupée. « Et si nous n'y arrivons pas ?» demanda-t-il, verbalisant la peur que tous deux portaient, mais évitaient de mentionner. « Si le conseil ne valide pas le changement de zonage ?» Hélène s'approcha, l'embrassant par derrière. « Alors nous continuerons à lutter, » répondit-elle, avec la sérénité de celle qui a vécu assez pour savoir que les défaites ne sont pas la fin. Par voie judiciaire, par l'opinion publique, par la pression communautaire. Raphaël se retourna pour la regarder, touchant son visage avec révérence. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, Hélène, tu le savais. » Elle sourit, reconnaissant qu'en effet, elle découvrait en elle-même une force qu'elle ne savait pas posséder. « Nous sommes forts ensemble, » corrigea-t-elle. « C'est ce qui importe. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec l'intensité de ceux qui savent que l'aube apporte des incertitudes. Le corps d'Hélène, qu'elle avait appris à voir avec distance critique au fil des ans, se transformait sous les mains de Raphaël en source de plaisir et de connexion. Il n'y avait pas de place pour les insécurités ou les pudeurs, seulement la célébration de deux êtres qui s'étaient trouvés contre toute probabilité. Le jour de l'audience publique se leva ensoleillé, comme si la nature voulait manifester son soutien à la cause. L'hôtel de ville était plein. D'un côté, les soutiens de la maison durable, beaucoup vêtus de vert ou portant des plantes. De l'autre, des représentants du secteur immobilier, des entrepreneurs associés à Auguste Mercier, des voisins opposés au projet. La session commença par des présentations techniques, des représentants de la mairie expliquant la législation actuelle et les modifications possibles, des experts en droit urbanistique présentant des précédents, des ingénieurs discutant des impacts environnementaux. L'atmosphère était tendue, chargée d'intérêts conflictuels. Quand vint le tour de Raphaël de présenter le projet, Hélène sentit son cœur s'accélérer. Il était visiblement nerveux, mais sa passion était contagieuse. Il parla de l'importance de l'expérimentation urbaine, de comment les villes durables avaient besoin d'espaces laboratoires, de l'impact éducatif que la maison démontrait déjà. Il présenta des témoignages de personnes dont les vies avaient été transformées par les ateliers, des étudiants qui avaient découvert des vocations aux personnes âgées qui avaient trouvé un nouveau but dans le jardinage urbain.
Ensuite, ce fut au tour d'Hélène. Utilisant toute son expérience de décennies en salle de classe, elle construisit un récit puissant sur la ville comme organisme vivant qui devait évoluer, sur la tradition et l'innovation, sur le rôle de l'université dans le développement communautaire. Son discours érudit mais accessible fit taire même les opposants les plus acharnés. L'audience s'étendit sur des heures. Il y eut des moments de tension, comme lorsqu'Auguste Mercier tenta de discréditer Raphaël en mentionnant son passé criminel. Il y eut des moments d'émotion, comme lorsqu'une dame de 80 ans, habitante du quartier, se leva pour raconter comment les ateliers de compostage à la maison avaient soulagé sa dépression après avoir perdu son mari. À la fin, la conseillère municipale proposa la création d'une catégorie spéciale de zonage pour les projets expérimentaux de durabilité urbaine qui seraient votés lors de la prochaine session ordinaire. Ce n'était pas la victoire définitive qu'ils espéraient, mais cela représentait une avancée significative et, plus important, cela achetait du temps. Quand ils quittèrent l'hôtel de ville, il faisait déjà nuit. Raphaël et Hélène marchaient, main dans la main, épuisés mais pleins d'espoir. Indépendamment du résultat final, dit-il, brisant le silence confortable entre eux, ce que nous avons construit aujourd'hui ne peut pas être détruit. Les graines ont été plantées. Hélène acquiesça, comprenant la profondeur de cette métaphore. Les graines de la maison durable germaient déjà dans de nombreux cœurs et esprits, chez des étudiants qui découvraient de nouvelles possibilités professionnelles, chez des personnes âgées qui retrouvaient un but, chez une professeure retraitée qui redécouvrait l'amour et la lutte. Ce qui se passerait dans les jours suivants était incertain. Il y aurait plus de batailles, plus d'obstacles. Mais à ce moment, marchant sous les étoiles de Lyon, Hélène ressentit une certitude tranquille. Quel que soit le dénouement, sa vie avait été irrévocablement transformée pour le mieux. Et cela en soi en avait déjà valu la peine. L'avenir se dessinait non comme un terrain sûr, mais comme une construction collective, durable, résiliente, faite de matériaux recyclés de l'espoir. Une maison, non de briques conventionnelles, mais de rêves partagés et de mains entrelacées. La session du conseil municipal, qui déciderait du destin de la maison durable, fut fixée à 2 semaines après l'audience publique. Pendant cet intervalle, la mobilisation en faveur du projet s'intensifia. Les étudiants organisèrent un festival culturel dans le parc, en face de l'hôtel de ville, avec des spectacles musicaux, des expositions photographiques documentant les activités de la maison et des ateliers démonstratifs de techniques durables. Hélène coordonna un cycle de conférences à l'université, invitant des experts nationaux en urbanisme écologique et économie circulaire. Raphaël, quant à lui, ouvrit les portes de la maison durable pour des visites guidées, invitant spécialement les conseillers indécis à connaître de près le travail développé là-bas. La stratégie se révéla efficace. Beaucoup sortaient visiblement impressionnés par les solutions techniques innovantes et l'impact social du projet. Mais Auguste Mercier ne resta pas inactif non plus. Utilisant ses contacts dans le secteur des affaires, il organisa un puissant lobby contre le changement de zonage, arguant que cela ouvrirait de dangereux précédents pour le désordre urbain et la dévaluation immobilière dans la région. Dans des interviews, il continuait d'insinuer le caractère douteux de Raphaël, rappelant toujours son passé d'agitateur et d'envahisseur de propriété. La tension montait à mesure que le jour du vote approchait. Hélène remarqua que Raphaël dormait de moins en moins, passant souvent des nuits entières penché sur des documents et des projets, cherchant des améliorations qui pourraient renforcer encore davantage le cas de la maison durable. « Tu dois te reposer », insistait-elle, inquiète des cernes de plus en plus profonds qui marquaient le visage de Raphaël. « Je me reposerai quand nous aurons garanti l'avenir de la maison », répondait-il, avec un sourire fatigué. « C'est plus qu'un projet, Hélène, c'est ma rédemption. » Elle comprenait bien qu'elle s'inquiétât. Pour Raphaël, la maison durable représentait non seulement un idéal écologique, mais une seconde chance dans la vie. C'était sa façon de prouver à la société et à lui-même que son activisme pouvait être canalisé de manière constructive, que ses erreurs du passé pouvaient être transformées en apprentissage. La veille du vote, Hélène reçut un appel inattendu, sa fille Louise, annonçant qu'elle venait d'arriver à Lyon. « Michel m'a tout raconté sur ce qui se passe », expliqua-t-elle. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de soutien demain. » Hélène sentit des larmes jaillir de ses yeux. Louise,
toujours la plus distante émotionnellement parmi ses enfants, faisant ce geste de rapprochement. C'était plus qu'elle ne pouvait espérer. « Merci, ma fille, » dit-elle, la voix étranglée. « Ça signifie beaucoup pour moi. » Elles convinrent de se retrouver pour dîner ce soir-là. Hélène se sentait nerveuse comme une adolescente présentant son premier petit ami à ses parents. Comment Louise réagirait-elle à Raphaël, à la maison durable, à la nouvelle vie que sa mère construisait, si différente de l'existence sûre et conventionnelle qu'elle avait toujours menée? Le dîner fut organisé dans un petit restaurant végétarien du quartier Bellecour, connu pour ses ingrédients biologiques et son ambiance chaleureuse. Hélène et Raphaël arrivèrent les premiers, choisissant une table discrète au fond de la salle. « Détends-toi », murmura Raphaël, percevant la tension d'Hélène. « Ta fille va m'adorer. Ou, au moins, elle va tolérer mon existence. » Hélène rit, reconnaissante pour l'humour qui soulageait son anxiété. Quand Louise entra dans le restaurant, Hélène ressentit un sursaut de reconnaissance et d'étrangeté simultanée. Cela faisait presque 2 ans qu'elle n'avait pas vu sa fille en personne. Elle semblait plus mûre, plus sûre d'elle. Louise embrassa sa mère avec une intensité inhabituelle pour son tempérament habituellement réservé. Puis elle se tourna vers Raphaël, lui tendant la main formellement. « Alors c'est vous le fameux Raphaël, » dit-elle, sur un ton qu'Hélène ne put déchiffrer comme amical ou ironique. « En personne, » répondit-il avec tranquillité. « Bien que je préfère infâme à fameux, ça a plus de personnalité. » Le commentaire arracha un sourire réticent à Louise. La glace initiale commençait à fondre. Le dîner se déroula mieux qu'Hélène ne l'espérait. Louise, qui travaillait comme architecte à Barcelone, se montra sincèrement intéressée par le projet de la maison durable. Elle posa des questions techniques qui impressionnèrent Raphaël, démontrant sa connaissance des constructions écologiques et de l'urbanisme durable. En Europe, particulièrement en Espagne et en Allemagne, des projets comme le vôtre ont déjà une reconnaissance institutionnelle, commenta-t-elle. Ils sont vus comme des laboratoires nécessaires pour l'avenir des villes. La France arrive toujours en retard sur les bonnes idées, répondit Raphaël avec un soupir, et trop rapidement sur les mauvaises. La conversation coula pendant des heures. Hélène observait émerveillée comment sa fille et Raphaël trouvaient un terrain d'entente dans leur vision du monde, malgré les différences d'âge et de parcours. À un moment donné, Louise mentionna un projet d'architecture régénérative sur lequel elle travaillait à Barcelone, et les yeux de Raphaël brillèrent. « Ce serait parfait pour la prochaine phase de la maison durable », s'exclama-t-il. « Si nous obtenons l'approbation demain, bien sûr. Quand vous obtiendrez l'approbation, » corrigea Louise avec une confiance qui réchauffa le cœur d'Hélène. « Et quand cela arrivera, j'aimerais contribuer au projet. Je peux développer quelques idées pendant mon séjour ici. » Hélène sentit une vague de gratitude inonder sa poitrine. Sa fille non seulement acceptait sa nouvelle vie, mais voulait en faire partie. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer. À la fin de la soirée, quand Raphaël s'éloigna pour payer l'addition, Louise prit la main de sa mère sur la table. « Il te rend heureuse », observa-t-elle non comme une question mais comme une constatation. Hélène acquiesça, incapable d'articuler en mots la transformation que Raphaël avait apportée dans sa vie. « Alors c'est ce qui compte », conclut Louise, avec une maturité qui émut Hélène. « Le reste, on s'en arrange. » Le jour du vote se leva avec une pluie fine et persistante, typique de l'hiver lyonnais. Hélène se réveilla avant le réveil, sentant le poids de l'attente. Raphaël était déjà debout, préparant un café, fort tout en révisant pour la énième fois ses notes pour son intervention au conseil. « Nerveux ?» demanda Hélène, l'embrassant par derrière. « Terrorisé », admit-il avec un demi-sourire, mais prêt. Ils retrouvèrent Louise et les autres membres du comité de défense devant l'hôtel de ville. La pluie n'empêcha pas la présence de dizaines de soutiens qui formaient une petite foule colorée de parapluies et de pancartes en défense de la maison durable. De l'autre côté de la rue, un groupe plus petit mais tout aussi déterminé représentait l'opposition. Hélène reconnut des visages du secteur immobilier, quelques voisins mécontents et, bien sûr, Auguste, mercier élégant dans son costume impeccable, coordonnant discrètement ses alliés. La session commença ponctuellement à 10 heures. Le projet de loi qui créerait la catégorie spéciale de zonage pour les initiatives durables expérimentales était le 3e point de l'ordre du jour. Hélène, Raphaël,
Louise et les autres membres du comité occupèrent le premier rang de la galerie, tendus et pleins d'espoir. Les 2 premiers points furent discutés et votés avec une rapidité inhabituelle, ce qui augmenta l'anxiété du groupe. Lorsque vint enfin le tour du projet de la maison durable, le président du conseil annonça que, en raison de l'intérêt public démontré, il permettrait des manifestations tant favorables que contraires avant le vote. Raphaël fut le premier à parler. Avec une éloquence passionnée, il présenta à nouveau le projet, soulignant comment la maison durable fonctionnait déjà comme un laboratoire d'innovation sociale et environnementale. Il souligna le récent partenariat avec l'université et comment le projet pourrait positionner Lyon à l'avant-garde des initiatives urbaines durables dans le pays. Ensuite, à la surprise d'Hélène, Louise demanda la parole. En tant qu'architecte spécialisée dans les projets écologiques en Europe, elle offrit une perspective internationale, expliquant comment d'autres villes à travers le monde avaient déjà créé des législations spécifiques pour soutenir des initiatives similaires. D'autres soutiens se succédèrent. Le professeur Charles Dupont, représentant l'université, la dirigeante d'une association de quartier bénéficiant des ateliers gratuits, même un ancien sans-abri qui, grâce au programme de jardinage urbain de la maison, avait trouvé un emploi et reconstruit sa vie. Du côté de l'opposition, les arguments étaient principalement techniques et économiques. Préoccupations concernant les précédents juridiques, impact sur la valeur des propriétés de la région, questions sur la sécurité et la salubrité. Auguste Mercier, dernier à parler, fut plus direct dans son attaque. « Messieurs les conseillers, nous ne pouvons pas permettre que notre ville soit un laboratoire pour des expériences de provenance douteuse, dirigées par des personnes. Au passé questionnable, dit-il regardant directement Raphaël. Qu'est-ce qui empêcherait, à partir de ce précédent, que n'importe qui décide d'ignorer le zonage au nom de supposés idéaux? Aujourd'hui, c'est une maison durable. Demain, ça pourrait être n'importe quoi, sous n'importe quel prétexte. » Le commentaire provoqua des murmures dans l'assistance. Hélène sentit Raphaël se raidir à côté d'elle. Elle serra sa main avec force, lui transmettant un soutien silencieux. Après toutes les interventions, les conseillers commencèrent à débattre entre eux. Certains clairement favorables, d'autres ouvertement contraires, la majorité apparemment indécise. La discussion s'étendit sur presque 2 heures, avec des arguments techniques, politiques et même philosophiques présentés. Finalement, le président du conseil appela au vote. L'ambiance était d'une tension absolue. Hélène respirait à peine tandis que les conseillers un par un déclarèrent leur vote. Le résultat fut serré, 14 votes pour, 12 contre, avec une abstention. La proposition était approuvée. La galerie explosa en applaudissements et embrassades. Hélène se sentit enveloppée simultanément par Raphaël et Louise, les 3 unis dans une célébration émue. Des larmes coulaient librement sur le visage de Raphaël. C'était la première fois qu'Hélène le voyait pleurer. « Nous avons réussi », murmura-t-il, la voix étranglée. « Nous avons vraiment réussi. » La victoire, cependant, venait avec des conditions. Le Conseil avait approuvé la création de la catégorie spéciale de zonage, mais avait établi des critères rigoureux pour son application. Le projet devrait passer par une certification technique indépendante. Il y aurait des limites d'horaire pour les activités collectives, et une commission mixte, incluant des représentants de la communauté et du pouvoir public, surveillerait périodiquement le respect des normes. « Nous pouvons gérer cela », assura Raphaël, quand ils analysaient les détails de la législation approuvée. L'important est que la maison durable est sauvée. La célébration continua dans un bar proche de l'hôtel de ville, où les soutiens se réunirent pour porter un toast à la victoire. Hélène observait, le cœur plein, comment Raphaël interagissait avec les gens, remerciant chacun pour son soutien, partageant des plans futurs, construisant une communauté. Louise s'approcha, tendant un verre de vin à sa mère. « Tu as vraiment trouvé quelque chose de spécial ici », commenta-t-elle, suivant le regard d'Hélène jusqu'à Raphaël. « Pas seulement en Raphaël », répondit Hélène pensive. « Dans tout cela, dans la cause, dans la communauté, dans le but. » Louise acquiesça compréhensive. « Tu sais ce qui est le plus impressionnant, » continua-t-elle. « Voir comment tu t'es transformée. Tu es lumineuse, maman. » Hélène sourit, touchée par l'observation de sa fille. C'était vrai.
Elle se sentait plus vivante, plus présente, plus connectée qu'en des décennies. La célébration se prolongea tard dans la nuit. Quand ils retournèrent finalement à la maison durable, Hélène, Raphaël et Louise, qui avaient accepté l'invitation à connaître l'endroit. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel étoilé d'hiver. La maison semblait vibrer de possibilités renouvelées. Ce n'était plus seulement un espace menacé, mais un projet légitimé. Reconnu avec un avenir, Raphaël conduisit Louise dans une visite détaillée, expliquant chaque solution durable, chaque choix constructif, chaque élément de design. Hélène observait l'interaction avec une joie tranquille. Sa fille, l'architecte talentueuse et perfectionniste, posait des questions incisives, offrait des suggestions, s'engageait sincèrement. Raphaël, l'ingénieur environnemental passionné et visionnaire, absorbait les critiques constructives avec humilité, s'enthousiasmait pour les idées partagées. C'était une collaboration naissante qui promettait des fruits extraordinaires. Plus tard, quand Louise partit pour son hôtel, en promettant de revenir le lendemain pour commencer à travailler sur les plans d'expansion, Hélène et Raphaël eurent enfin un moment à eux, sur la terrasse de la maison durable, sous le ciel ponctué d'étoiles. Ils célébrèrent leur victoire de la façon la plus intime possible, redécouvrant l'un dans l'autre la joie du recommencement. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai pensé que c'était moi qui allais t'aider, murmura Raphaël, caressant les cheveux d'Hélène, tous deux enroulés dans une couverture sur le banc de la terrasse, la professeure retraitée qui s'était tordue la cheville. Mais c'est toi qui m'as sauvée, Hélène. Toi et ce courage tranquille, cette sagesse qui manque. Hélène sourit, touchée par la reconnaissance, mais consciente que l'échange avait été mutuel. Tu m'as redonné un but quand je pensais que ma vie utile était terminée, répondit-elle. Tu m'as montré qu'il y avait encore des mondes à construire, des luttes qui en valent la peine. Le vent froid de l'aube lyonnaise caressait leur visage, mais ils le sentaient à peine, réchauffés par la chaleur l'un de l'autre et par la certitude qu'ensemble, ils avaient conquis quelque chose de précieux, le droit de rêver de nouveaux avenirs. Le lendemain matin, ils se réveillèrent au son de la sonnette. Raphaël, encore somnolent, alla ouvrir. Hélène entendit des voix animées à l'étage inférieur. Louise était arrivée tôt, accompagnée de plusieurs étudiants en architecture, impatients de participer au projet d'expansion de la maison durable. Hélène sourit, sentant la nouvelle réalité s'installer. Elle n'était plus seulement une professeure retraitée vivant des jours identiques dans un appartement silencieux. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant et en croissance. Une maison de rêve partagée, construite avec des matériaux improbables. Une chute sur le trottoir, une rencontre inattendue, une lutte commune, un amour tardif qui fleurissait contre toutes les probabilités. Dehors, Lyon s'éveillait sous un soleil timide qui perçait les nuages. À la maison durable, des graines de transformation germaient. Des promesses de nouveaux commencements prenaient forme. Et Hélène, à 62 ans, découvrait que l'avenir gardait encore des chapitres surprenants dans son histoire. 2 semaines après la victoire au conseil municipal, la maison durable bouillonnait d'activités. Louise avait prolongé son séjour à Lyon pour coordonner le projet d'expansion, travaillant conjointement avec Raphaël et un groupe enthousiaste d'étudiants en architecture et en ingénierie environnementale. Les murs de la salle principale avaient disparu sous les plans, les croquis et les diagrammes. Des réunions techniques se tenaient quotidiennement, débattant de systèmes avancés de captation d'eau jusqu'aux aspects légaux de la nouvelle certification environnementale exigée par la mairie. Hélène observait cette transformation avec une joie silencieuse. Sa participation au projet avait évolué naturellement, tandis que Raphaël et Louise s'occupaient des aspects techniques, elle avait assumé le rôle d'articulatrice culturelle et éducative. Elle développait un programme d'ateliers littéraires à thématique environnementale, établissait des partenariats avec des écoles publiques et organisait un festival d'art durable pour le mois suivant. Un matin particulièrement agité, Hélène préparait du café pour l'équipe quand son téléphone sonna. C'était Michel, son fils aîné, qui appelait de Berlin. « Maman, je viens de parler avec Louise », dit-il après les salutations initiales. « Elle m'a parlé du projet d'expansion. Ça semble incroyable. »« Ça l'est, mon fils », répondit Hélène, sentant son cœur se réchauffer à l'intérêt sincère dans la voix de Michel.
Ça devient quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions initialement. Il y eut une petite pause avant que Michel ne continue. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière conversation. À propos de toi, de cette nouvelle phase de ta vie, Hélène attendit, appréhensive. Bien que Michel ait fait preuve de compréhension, elle sentait encore chez lui une réserve concernant sa relation avec Raphaël. « Je veux te demander pardon, » continua-t-il, la surprenant, pour avoir réagi avec méfiance, pour avoir remis en question tes choix. Louise m'a envoyé des photos, des vidéos. J'ai vu comme tu es heureuse, maman. Comme tu sembles vivante. Hélène sentit des larmes monter à ses yeux. Merci, Michel. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai une autre nouvelle, ajouta-t-il avec un enthousiasme inhabituel dans sa voix habituellement contenue. J'ai obtenu un congé de 2 mois au travail. Je reviens en France la semaine prochaine. Hélène faillit renverser sa tasse de café. Michel, c'est merveilleux, mais je pensais que ton projet à l'université, le projet peut attendre, interrompit-il. J'ai réalisé que j'avais passé les 5 dernières années à prioriser ma carrière au-dessus de tout, y compris ma famille. Te voir reconstruire ta vie, prendre des risques, suivre ta passion, m'a fait repenser beaucoup de choses. La conversation continua pendant quelques minutes, Michel partageant des détails sur son arrivée et Hélène contenant à peine son excitation. Quand elle raccrocha, elle courut partager la nouvelle avec Raphaël et Louise, qui discutaient d'un détail technique à la table de la cuisine. La réaction de Louise fut une joie immédiate. Les frères et sœurs avaient toujours été proches, malgré la distance géographique. Raphaël, en revanche, montra une appréhension qu'il tenta sans succès de dissimuler. « Ce sera formidable de finalement rencontrer ton fils », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Hélène comprit son insécurité. Michel était le plus traditionnel de ses enfants, le plus protecteur envers elle, celui qui avait exprimé les plus grandes réserves sur sa relation avec Raphaël. Cette rencontre représentait un test important. Les jours qui précédèrent à l'arrivée de Michel furent marqués par des préparatifs intenses, non seulement pour son accueil, mais aussi pour la première grande évaluation officielle de la maison durable sous les nouvelles réglementations. La commission mixte de surveillance ferait sa visite inaugurale et l'approbation était cruciale pour la continuité du projet. Raphaël était visiblement stressé, travaillant jusqu'à tard, pour s'assurer que chaque détail était conforme aux exigences techniques. Hélène s'inquiétait de son épuisement, mais comprenait l'importance de ce moment. La veille de l'inspection, un email inattendu arriva dans la boîte de réception du projet. Il venait d'une importante fondation internationale dédiée à l'innovation en durabilité urbaine. Ils avaient pris connaissance de la maison durable à travers un reportage dans un portail spécialisé et manifestèrent leur intérêt à inclure le projet dans un programme de financement global. « C'est incroyable !» s'exclama Louise qui avait vu l'email en premier. « Cette fondation est extrêmement sélective. Ils ne financent que des projets avec un potentiel d'échelle et de réplication. » Raphaël lut l'email plusieurs fois, comme s'il ne pouvait y croire. « Ils veulent faire une visite la semaine prochaine », murmura-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de nervosité qu'Hélène connaissait bien. « Juste quand nous recevrons l'inspection et que ton fils arrive, nous y arriverons, » assura Hélène avec le calme qui le stabilisait toujours. Une étape à la fois. L'inspection eut lieu le lendemain matin. 3 techniciens de la mairie, un représentant de l'association des habitants du quartier et un professeur de génie civil désigné par l'université formant la commission. Pendant 4 heures, ils examinèrent méticuleusement chaque aspect de la maison. Structure, installation électrique et hydraulique, système de traitement des déchets, isolation acoustique, mesures de sécurité contre l'incendie. Raphaël, accompagné de Louise, conduisit la visite avec professionnalisme, expliquant en détail chaque solution adoptée, répondant aux questions techniques, présentant la documentation. Hélène resta discrète, préparant café et collation pour les visiteurs, observant avec fierté comment son compagnon et sa fille formaient un duo harmonieux et compétent. À la fin de l'inspection, le résultat fut annoncé. Approbation conditionnelle. La maison répondait à la majorité des exigences, mais devrait mettre en œuvre quelques améliorations spécifiques dans un délai de 60 jours. Un renforcement structurel sur l'un des murs de conteneurs recyclés, un système supplémentaire, de filtration de l'eau de pluie
et une révision de l'isolation acoustique de la zone d'atelier. « Nous pouvons gérer cela sans problème », déclara Louise, prenant déjà des notes. En fait, les améliorations que nous prévoyons dans le projet d'expansion couvrent déjà ces questions. Raphaël acquiesça, visiblement soulagé, bien qu'encore tendu. Un obstacle de surmonter, commenta-t-il, quand la commission fut enfin partie. Il n'en reste que quelques millions devant nous. Hélène sourit à son humour ironique, reconnaissant la soupape d'échappement pour la pression accumulée. Elle l'embrassa, sentant comme son corps était encore rigide de tension. « Tu as été brillant aujourd'hui », murmura-t-elle à son oreille. « Et Louise aussi. Vous formez une équipe incroyable. » Il se détendit un peu dans ses bras, se permettant enfin un soupir de soulagement. « Merci de croire en moi, en nous, en tout cela », murmura-t-il avec une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Le moment de tranquillité fut de courte durée. Bientôt le téléphone sonnait. C'était de l'aéroport. Le vol de Michel avait été avancé. Il arriverait cet après-midi même au lieu du lendemain matin. La nouvelle déclencha une petite course. Hélène, qui avait prévu de préparer l'ancienne chambre de l'appartement pour recevoir son fils, n'avait pas eu le temps à cause de l'inspection. Raphaël proposa le bureau de la maison durable, qui pouvait être rapidement converti en une chambre d'amis confortable. « Tu es sûr ?» demanda Hélène, hésitante. Michel préférerait peut-être rester à l'appartement. Ce serait plus conventionnel. Raphaël prit ses mains, la regardant dans les yeux. « Hélène, ton fils vient connaître ta nouvelle vie. Quelle meilleure façon de la lui présenter que de l'amener directement en son cœur. De plus, ajouta-t-il avec un sourire espiègle, il devra m'accepter à un moment donné. Pourquoi ne pas commencer maintenant ?» Quelques heures plus tard, Hélène attendait anxieusement dans le hall des arrivées de l'aéroport Saint-Exupéry. Quand Michel apparut enfin, portant seulement un grand sac à dos et un ordinateur portable, elle faillit ne pas le reconnaître. Son fils, toujours impeccable, à l'allure d'exécutif, apparut avec des cheveux plus longs, une barbe naissante et des vêtements décontractés. « Michel ?» s'exclama-t-elle surprise, avant de l'étreindre fortement. « J'ai décidé que j'avais besoin d'une pause complète, » expliqua-t-il, souriant devant la surprise de sa mère, y compris de mon personnage habituel. Pendant le trajet jusqu'à la maison durable, Hélène observait son fils avec curiosité. Il y avait quelque chose de différent en lui, au-delà de l'apparence. Une légèreté, peut-être, un détachement, qu'elle n'avait jamais associé à sa personnalité méthodique et planificatrice. Michel, de son côté, posait des questions sur la maison, sur les ateliers, sur comment elle et Raphaël s'étaient rencontrés, la version complète qu'Hélène n'avait jamais racontée par téléphone. Elle répondit avec honnêteté et enthousiasme, surprise de l'intérêt sincère de son fils. Quand ils arrivèrent à la maison durable, Raphaël et Louise attendaient à l'entrée. La rencontre entre Raphaël et Michel fut initialement marquée par une formalité tendue, les deux hommes s'évaluant clairement l'un l'autre. Mais à la surprise d'Hélène, la tension se dissipa rapidement quand la conversation se tourna vers le projet. Michel, comme Hélène le découvrirait plus tard, avait fait des recherches approfondies sur la maison durable dans les semaines précédentes. Il connaissait les détails techniques, la bataille juridique, même le passé activiste de Raphaël. Étonnamment, au lieu de réticence, il démontrait de l'admiration. « Ce que vous avez construit ici est extraordinaire », commenta-t-il, tandis que Raphaël montrait le système d'énergie solaire récemment étendu, surtout considérant les barrières institutionnelles en France. Au fur et à mesure que la visite avançait, Hélène observait avec étonnement comment son fils, l'économiste pragmatique spécialisé en finances d'entreprise, s'engageait dans une discussion passionnée avec Raphaël sur les modèles économiques pour les projets durables. Ce n'était pas simplement de la courtoisie ou un intérêt superficiel. Michel était véritablement enthousiasmé. Pendant le dîner, préparé collaborativement par les quatre dans la cuisine expérimentale de la maison, la conversation coula avec une surprenante naturalité. Michel partagea que son travail à Berlin était devenu de plus en plus insatisfaisant, malgré le prestige et l'excellent salaire. « J'ai réalisé que j'aidais de grandes entreprises à devenir encore plus riches, tout en ignorant les impacts réels de leurs opérations, confessa-t-il, se servant d'une salade cultivée dans le propre potager de la maison. J'ai commencé à me demander quel héritage je construis. »
Hélène reconnaissait à peine son fils dans ses paroles. Le même Michel qui, des années auparavant, avait ridiculisé ses idéaux naïfs de professeur quand elle critiquait le système financier mondial. La soirée avança en conversation sincère, rire spontané, plan enthousiaste. À un moment donné, Michel surprit tout le monde. « En fait, j'envisage de ne pas retourner à Berlin », annonça-t-il avec une tranquillité qui contrastait avec la bombe qu'il venait de lâcher. Du moins, pas de façon permanente. Louise faillit s'étouffer avec son vin. « Toi, abandonnant ta carrière météorique ?» demanda-t-elle incrédule. « Pas abandonné, corrigea-t-il. Réorienté. J'ai pensé à travailler dans la finance pour des projets d'impact social et environnemental. Et en voyant ce que vous construisez ici, il fit un geste englobant la maison durable. Peut-être puis-je être plus utile en France. » Raphaël, qui jusqu'alors avait maintenu une certaine réserve, se pencha en avant, soudainement intéressé. « Tu sais, nous avons justement besoin de quelqu'un qui comprend la structuration financière pour le projet d'expansion, commenta-t-il. Surtout maintenant, avec le soutien possible de cette fondation internationale. » Les yeux de Michel brillèrent. « J'adorerais jeter un œil au plan. Je pourrais peut-être apporter une perspective. » Hélène observait la scène, le cœur débordant. Ses deux enfants étaient, l'un profondément engagé dans un projet qui avait transformé sa propre vie. Et Raphaël, l'homme qui était entré dans son existence comme un accident littéral, maintenant naturellement entrelacé dans sa famille. Plus tard, quand tout le monde se retira, Hélène trouva Michel sur la véranda, contemplant le ciel étoilé avec une expression pensive. « Tu m'as surprise aujourd'hui », commenta-t-elle le rejoignant. Michel sourit, sans détourner son regard des étoiles. « Je crois que tu m'as surpris d'abord, maman. Te voir reconstruire ta vie avec tant de courage m'a fait questionner mes propres choix. » Hélène sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Je n'aurais jamais imaginé être un exemple de courage pour toi, » confessa-t-elle. « Je me suis toujours sentie si conventionnelle. » Michel se tourna pour la regarder avec une intensité qui rappela à Hélène le garçon déterminé qu'il avait été. « Ce que tu as fait est extraordinaire, » dit-il. « Pas seulement pour avoir commencé une nouvelle relation à 62 ans, avec quelqu'un de si différent de toi, mais pour avoir embrassé une cause, pour avoir lutté pour quelque chose de plus grand que toi-même, pour avoir risqué ta confortable retraite et même ta réputation pour quelque chose en quoi tu crois. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. Entendre ces mots de son fils le plus exigeant et critique la touchait profondément. « Et Raphaël ?» continua Michel avec un petit sourire. « Il est vraiment spécial. Je comprends pourquoi tu es tombée amoureuse. » « Il sera heureux de l'entendre, » répondit Hélène, essuyant une larme. « Il était nerveux de te rencontrer. »« Moi aussi, » admit Michel. « Mais principalement parce que, pour la première fois depuis longtemps, ton opinion sur moi importait plus que l'inverse. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, contemplant les étoiles, la ville au loin, la nouvelle réalité qui se dessinait pour eux deux. « Je pense que nous sommes tous en train de reconstruire quelque chose ici, » réfléchit Michel finalement. Pas seulement la maison, pas seulement ta vie, mais peut-être notre famille. Hélène acquiesça, incapable de parler à travers le nœud dans sa gorge. Elle étreignit son fils, sentant comme si elle refermait un cercle qu'elle ne savait même pas être ouvert. Cette nuit-là, couchée aux côtés de Raphaël, elle partagea la conversation en murmures émus. « Ta famille se réunit à nouveau. Autour de toi, » observa-t-il, caressant son visage dans la pénombre, comme si la maison durable était un aimant, attirant non seulement des idées et des projets, mais des personnes, des liens, de l'amour. Hélène réfléchit à cette image. C'était vrai, quelque chose de plus grand était en construction ici, quelque chose qui transcendait les murs écologiques et les systèmes durables. Une reconstruction de liens, de buts, d'avenir partagé. Elle s'endormit avec cette certitude chaleureuse dans la poitrine, que tous les chemins tortueux de sa vie, le mariage qui s'était défait, les enfants qui étaient partis, la retraite, qui avait apporté du vide, même cette chute apparemment insignifiante sur le trottoir, avait conduit mystérieusement à ce moment de plénitude. Et qu'à 62 ans, elle commençait seulement le chapitre le plus riche de son histoire. La présence de Michel apporta une nouvelle dynamique à la maison durable. Dans les jours qui suivirent son arrivée,
Il plongea avec enthousiasme dans le projet d'expansion, appliquant ses connaissances financières pour structurer un plan de durabilité économique qui impressionna même les représentants de la Fondation internationale lorsqu'ils visitèrent finalement l'espace. Vous ne créez pas seulement un projet écologique, mais un modèle économique viable et réplicable, commenta Claire Moreau, directrice des projets de la Fondation, après une présentation détaillée menée par Raphaël, Louise et Michel, comme une équipe parfaitement synchronisée. C'est exactement le type d'initiative que nous cherchons à soutenir. Hélène observait avec une fierté silencieuse. Assise discrètement au fond de la salle pendant la réunion, elle s'émerveillait de la transformation de ses enfants. Louise, toujours talentueuse mais un peu isolée dans son perfectionnisme, travaillait maintenant en collaboration, complétant les idées des autres avec son regard technique et esthétique. Michel, auparavant si concentré sur l'ascension corporative et l'accumulation de ressources, parlait avec passion d'économie circulaire et d'investissement d'impact. Et Raphaël, son Raphaël, brillait au centre de ce projet collectif, sans dominer l'espace, mais en tissant des connexions, en construisant des ponts entre le technique et l'humain, entre le rêve et le réalisable. Son énergie contagieuse avait non seulement transformé la vie d'Hélène, mais touchait maintenant aussi ses enfants, s'étendant en cercle concentrique d'influence positive. Le résultat de la visite dépassa toutes les attentes. La Fondation non seulement approuva le financement demandé pour l'expansion physique de la maison durable, mais proposa un partenariat plus large. Il voulait documenter le processus de développement du projet pour créer un manuel réplicable qui pourrait inspirer des initiatives similaires dans d'autres villes françaises et latino-américaines. Cela signifie que nous aurons besoin de quelqu'un responsable de la documentation méthodologique, du récit du processus, expliqua Claire, tandis qu'il discutait des détails du partenariat. Ses yeux se posèrent sur Hélène. Quelqu'un avec la capacité de traduire des concepts techniques en langage accessible, d'extraire l'essence pédagogique de l'expérience. Raphaël sourit, échangeant un regard complice avec Hélène. « Je crois que nous connaissons la personne parfaite pour cela, » dit-il. Ainsi, sans l'avoir planifié, Hélène se retrouva avec un nouveau rôle professionnel à 62 ans. Elle devint la narratrice officielle du projet, responsable de documenter le processus d'expansion de la maison durable, de façon à ce qu'il puisse être compris et adapté dans différents contextes. C'était une position qui unissait parfaitement ses compétences de professeur et d'écrivaine avec sa passion nouvellement découverte pour la durabilité. Dans les semaines qui suivirent, la maison bouillonnait d'activités constantes. De nouveaux murs s'élevaient utilisant des techniques de bioconstruction. Le système de captation d'eau s'étendait sur tout le terrain. Un laboratoire de pratiques agroécologiques prenait forme à l'arrière de la propriété. Hélène documentait chaque étape, menant des entretiens avec tous les impliqués, depuis les techniciens spécialisés jusqu'aux voisins qui se convertissaient progressivement de sceptiques à soutiens. Michel, qui avait initialement prévu de rester seulement 2 mois, avait déjà annoncé qu'il prolongerait son congé et négociait avec l'entreprise allemande la possibilité d'un travail à distance permanent. Louise, quant à elle, commençait à articuler un partenariat entre son cabinet à Barcelone et la Maison Durable, créant un programme d'échange pour les architectes intéressés par les pratiques régénératives. La famille d'Hélène, autrefois dispersée à travers les continents, se reconnectait à travers le projet. C'était comme si la Maison Durable, avec ses matériaux réutilisés et ses systèmes interconnectés, reflétait le processus de reconstruction des liens familiaux eux-mêmes, transformant le jeté en précieux, le séparé en connecté. Par un après-midi particulièrement agité, alors qu'une équipe de volontaires travaillait à l'installation du toit vert élargi, Hélène reçut une visite inattendue. Carmen Olivier, son ancienne collègue du département de littérature et ex-épouse d'Auguste Mercier, apparut à la porte de la Maison Durable, visiblement nerveuse. « Hélène, je dois te parler, » dit-elle, après une étreinte hésitante. « En privé, si possible. » Intriguée, Hélène conduisit son ex-collègue jusqu'à un petit banc dans le jardin éloigné de l'activité principale. Carmen, toujours impeccable dans son style académique traditionnel, semblait déplacée parmi les structures expérimentales et les matériaux recyclés de la maison. « Je suis venue te prévenir », commença-t-elle à voix basse. «
Auguste n'a pas abandonné. Après l'approbation au conseil, il est devenu obsédé par l'idée de trouver un moyen d'interrompre ce projet. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. Comment ça? Il enquête sur le passé de Raphaël, cherchant n'importe quelle irrégularité dans sa libération conditionnelle, expliqua Carmen avec un évident malaise. Il a engagé un détective privé pour recueillir des informations sur la période qu'il a passée en prison, sur l'accord qui a permis sa libération pour ce projet. Hélène pâlit. Raphaël avait rigoureusement respecté toutes les conditions de sa liberté conditionnelle, mais le processus n'avait pas été exempt de controverses. Il y avait eu une pression politique de groupes environnementalistes pour qu'il reçoive une chance d'appliquer ses connaissances dans un projet socialement pertinent, ce qui avait généré du ressentiment dans des secteurs plus conservateurs. Pourquoi Auguste est-il si déterminé dans cette affaire? Demanda Hélène, véritablement perplexe face à l'obstination de l'entrepreneur. Ce n'est qu'un projet communautaire. Il ne représente aucune menace réelle pour ses intérêts immobiliers. Carmen détourna le regard, clairement mal à l'aise. Ce n'est pas seulement pour le projet en soi, Hélène, c'est personnel. Personnel? Il ne connaissait même pas Raphaël avant que tout cela ne commence. Carmen respira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à révéler quelque chose de difficile. Auguste était actionnaire minoritaire de l'entreprise de construction que Raphaël et son groupe ont empêché de construire sur ce terrain à Paris, il y a 8 ans. C'était une perte financière significative pour lui, mais plus que cela, ce fut un coup pour sa réputation. Il n'a jamais oublié, jamais pardonné. Hélène sentit son estomac se nouer. La connexion était plus profonde et ancienne qu'elle ne l'imaginait. Et maintenant, voyant Raphaël non seulement libre, mais recevant un financement international, étant célébré comme un innovateur social, avec toi à ses côtés, continua Carmen avec un soupir fatigué, c'est comme du sel sur la blessure de son ego. Et toi, pourquoi me racontes-tu cela? Questionna Hélène, essayant encore de traiter l'information. Un triste sourire se forma sur les lèvres de Carmen. Parce que j'en ai assez, Hélène. J'en ai assez de vivre dans l'ombre de l'amertume et des vengeances mesquines d'Auguste. Notre mariage s'est terminé il y a 1 an. Bien que nous maintenions les apparences par convenance sociale, te voir reconstruire ta vie avec tant de courage, suivre ton cœur. Elle fit un geste englobant la maison durable, m'a fait remettre en question mes propres choix. Hélène prit les mains de son ex-collègue entre les siennes, touchée par la confession inattendue. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme malgré l'alarme qui résonnait dans son esprit. « Comment pouvons-nous nous protéger ?» Auguste a une réunion prévue la semaine prochaine avec quelqu'un du ministère public, informa Carmen. Il va présenter de supposées irrégularités dans le projet, remettre en question la légalité de la situation de Raphaël. Vous devez être préparés. Quand Carmen partit, après une étreinte chargée de solidarité silencieuse, Hélène resta sur le banc du jardin, abasourdie par la nouvelle menace qui se dessinait. Quand elle rassembla enfin la force de partager l'information avec Raphaël, elle le trouva rayonnant d'enthousiasme après une visioconférence avec d'autres projets durables de l'Europe. « Hélène, tu ne vas pas le croire. Nous avons été invités à présenter la maison durable lors d'une rencontre internationale en Suisse, s'exclama-t-il, avant de remarquer son expression préoccupée. Que s'est-il passé? Elle raconta la visite de Carmen et ses révélations sur les plans d'Auguste. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle voyait l'éclat de joie dans les yeux de Raphaël céder la place à l'ombre de la peur, une expression qu'elle avait appris à reconnaître, mais qui était devenue de plus en plus rare ces derniers. « Moi de conquête. Il ne va vraiment pas abandonner, » murmura Raphaël, passant les mains dans ses cheveux dans un geste nerveux. « Et s'il réussit à trouver une faille technique dans mon accord, une condition que nous n'avons pas parfaitement remplie, ne nous anticipons pas au problème, » interrompit Hélène, assumant le rôle de force stabilisatrice qu'il avait développé dans leur dynamique. « D'abord, nous devons consulter notre avocat, comprendre exactement quelles pourraient être nos vulnérabilités. » Raphaël acquiesça, essayant de retrouver son sang-froid. « Tu as raison, comme toujours. C'est juste que, après tout ce que nous avons conquis, tout le chemin parcouru, l'idée de tout perdre pour une vengeance personnelle mesquine, il ne termina pas la phrase, mais Hélène comprit la peur non dite, la peur de retourner. En prison,
de voir le projet qui représentait sa rédemption personnelle se transformer en ruine, de perdre la nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble. Ils décidèrent de partager la situation uniquement avec Michel et Louise, gardant l'information restreinte pour éviter d'alarmer l'équipe et les volontaires. Lors d'une réunion familiale improvisée dans la mezzanine de la maison, pendant que le travail se poursuivait normalement à l'étage inférieur, ils discutèrent des stratégies. Michel, avec son expérience corporative, suggéra une approche proactive. Au lieu d'attendre l'attaque, nous devrions faire un audit complet et volontaire du projet, corrigeant toute irrégularité possible avant qu'il ne puisse l'utiliser contre nous. Louise acquiesça, ajoutant une dimension politique à la stratégie. Et nous devons élargir encore davantage notre réseau de soutien institutionnel. Plus il y aura d'entités respectables publiquement associées à la Maison Durable, plus il sera difficile pour Mercier d'attaquer sans conséquence pour sa propre image. Hélène observait ses enfants avec un mélange de fierté et d'émotion. Ils étaient complètement engagés dans la défense du projet, utilisant leurs compétences spécifiques pour protéger non seulement la Maison Durable, mais aussi Raphaël, un homme que, quelques mois auparavant, ils ne connaissaient même pas. Dans les jours qui suivirent, ils mirent en œuvre le plan familial avec une détermination discrète. Michel conduisit une révision minutieuse de toute la documentation liée à la conditionnelle de Raphaël, identifiant de petites irrégularités qui pourraient être utilisées contre eux et s'employant à les corriger préventivement. Louise accéléra le processus de certification internationale de la maison comme projet modèle de durabilité, renforçant sa reconnaissance institutionnelle. Raphaël intensifia les partenariats avec les universités et les organisations environnementales, tandis qu'Hélène utilisait ses contacts académiques pour promouvoir l'aspect éducatif du projet. La menace d'Auguste Mercier planait comme un nuage sombre sur la maison, mais paradoxalement finit par renforcer les liens entre eux. Les soirs, après de longues journées de travail et d'articulation, ils se réunissaient pour dîner. Hélène, Raphaël, Michel et Louise, comme une famille unie par un but commun, par une lutte partagée. Lors d'une de ces soirées, quand les frères et sœurs s'étaient déjà retirés, Hélène trouva Raphaël sur la terrasse, contemplant les lumières de la ville avec une expression pensive. « 1 centime pour tes pensées », dit-elle, l'embrassant par derrière. Il sourit, couvrant ses mains avec les siennes. « Je pensais à combien le chemin que trace la vie est étrange », répondit-il après un moment de silence. « Il y a 1 an, j'étais seul dans cette maison, concentré uniquement sur la mission, sur la cause, sans espace pour rien de personnel. Maintenant, je suis entouré par une famille que je ne savais même pas que j'avais besoin ou que je méritais. » Hélène appuya son menton sur son épaule, sentant la chaleur réconfortante de son corps. « Et moi, j'étais piégé dans un appartement ?» Silencieux, convaincu que la meilleure partie de ma vie était déjà passée. « Nous sommes 2 improbables, n'est-ce pas ?» commenta-t-il, se retournant pour la regarder. La professeure retraitée et l'ex-prisonnier activiste. « Qui aurait parié sur nous ?» Elle rit doucement, touchant son visage avec tendresse. « C'est peut-être pour cela que nous fonctionnons si bien. Nous connaissons tous deux la valeur d'une seconde chance, de reconstruire quelque chose qui semblait perdu. » Ils s'embrassèrent dessous les étoiles, avec la ville à leurs pieds et la maison durable, leur projet partagé, leur foyer improvisé, leur héritage en construction, les protégeant comme un cocon de possibilités. Ce que le destin leur réservait était encore incertain. La menace d'Auguste Mercier était réelle, les défis de l'expansion du projet étaient constants. L'avenir ne serait jamais complètement sûr. Mais maintenant, ils affrontaient tout cela ensemble, non seulement en tant que couple, mais en tant que famille, en tant que communauté, en tant que mouvement. Et cela, Hélène comprenait avec une clarté croissante, était le véritable sens de la durabilité. Non seulement recycler des matériaux ou capter l'eau de pluie, mais construire des relations durables, régénérer des liens rompus, créer des systèmes de soutien mutuel qui résistent aux tempêtes de la vie. La maison durable était, après tout, bien plus qu'une expérience écologique. C'était un laboratoire de recommencement, un prototype de possibilités humaines, aussi fragile et aussi résistant que l'amour inattendu qui avait germé d'une rencontre fortuite sur un trottoir de Lyon,
par un matin d'automne qui semblait déjà appartenir à une autre vie. Le jour de la réunion d'Auguste Mercier avec le représentant du ministère public approchait rapidement. Malgré tous les efforts préventifs de la famille, la tension montait à la maison durable. Raphaël était devenu plus silencieux, passant de longues heures à réviser des documents ou simplement à contempler l'horizon avec une expression distante. Hélène reconnaissait les signes. Ils se préparaient émotionnellement à la possibilité de perdre tout ce qu'ils avaient en construit. Un matin particulièrement tendu, 2 jours avant la redoutée réunion, Hélène trouva Raphaël assis seul dans le potager communautaire, apparemment observant la croissance des plants de laitue, mais le regard perdu dans le vide. « Je dois te dire quelque chose », dit-il quand elle s'approcha. « Quelque chose que je ne t'ai pas dit avant sur mon passé. » Hélène s'assit à côté de lui, sentant un frisson dans sa colonne vertébrale. Qu'y avait-il d'autre qu'elle ne savait pas? « Pendant le temps que j'ai passé en prison, j'ai écrit un livre, continua Raphaël à voix basse, un manifeste en fait sur la résistance écologique radicale, sur la légitimité des actions directes contre les projets qui menacent des écosystèmes vitaux. Il fit une pause comme s'il mesurait soigneusement les prochains mots. Je ne l'ai jamais publié. Mon avocate m'a convaincu que cela nuirait à mes chances de libération conditionnelle. Mais le manuscrit existe, gardé par un ancien ami du mouvement, et je crains qu'Auguste Mercier n'ait découvert son existence. Hélène traitait lentement l'information, comprenant la gravité de ce qu'il révélait. Ce manifeste contient-il des idées qui pourraient être interprétées comme une incitation à... Oui, interrompit Raphaël, lui épargnant de compléter la question difficile. Il a été écrit dans un moment de colère, de frustration face aux limites de la légalité. Aujourd'hui, je vois les choses différemment, tu le sais. La maison durable est la preuve que j'ai choisi une autre voie. Mais si ce texte venait à apparaître maintenant, cela pourrait suggérer que tu n'étais pas vraiment engagé envers les conditions de ta libération, compléta Hélène, la gorge nouée. Que tu maintenais des idées radicales incompatibles avec le programme de réhabilitation. Raphaël acquiesça, vaincu. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle, serrant fermement ses mains. « Parce que je ne veux pas que tu sois prise par surprise si Mercier utilise cela contre nous. Parce que j'ai besoin que tu saches exactement qui je suis, avec toutes mes contradictions, avant de décider si tu continues à mes côtés dans cette bataille. » Hélène sentit une vague d'amour pour lui, si intense qu'elle en était presque douloureuse physiquement. Même maintenant, sous la menace de tout perdre, sa préoccupation principale était la vérité entre eux, l'authenticité de leur connexion. « Raphaël Moreau, dit-elle, tenant son visage entre ses mains, l'obligeant à regarder directement dans ses yeux. « Je t'aime, non pas malgré tes contradictions, mais avec elles. L'homme qui a écrit ce manifeste en prison fait partie de qui tu es aujourd'hui, et j'aime cet ensemble complexe et imparfait. » Il sourit, un sourire triste mais sincère, touché par la fermeté de cette déclaration. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda-t-il, la voix un peu plus forte. « D'abord, nous devons le dire aux autres, » décida Hélène. « Michel et Louise méritent de savoir à quoi nous sommes confrontés. Et ensuite, nous allons chercher ce manuscrit. » Raphaël écarquilla les yeux. « Chercher. Mais si Mercier est en train de chercher, nous devons arriver en premier, » expliqua-t-elle avec une détermination qui les surprit tous les deux. « Mieux vaut l'avoir en main pour nous préparer que d'être pris par surprise. » Cet après-midi-là fut marqué par d'intenses discussions familiales. Michel et Louise, informés du manuscrit, réagirent d'abord avec choc puis avec un pragmatisme surprenant. « Nous devons récupérer ce texte immédiatement, » approuva Michel, et préparer une stratégie de communication au cas où il deviendrait public. « Nous ne pouvons pas nier son existence, » ajouta Louise, « mais nous pouvons le contextualiser comme faisant partie d'un processus d'évolution de pensée, montrer en quoi le Raphaël d'aujourd'hui diffère de celui qu'il a écrit. » Raphaël observait le frère et la sœur avec une gratitude croissante. Il n'y avait pas de jugement dans leur réaction, seulement le désir pratique de protéger le projet, la famille, l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Ce soir-là même, Raphaël contacta son ancien compagnon de mouvement, Thomas, qui gardait le manuscrit. Depuis des années, il ne maintenait qu'un contact sporadique, sur recommandation des avocats de Raphaël,
pour éviter des associations qui pourraient te compromettre sa conditionnelle. La nouvelle qu'il reçut était préoccupante. Un homme avait cherché Thomas quelques jours plus tôt, posant des questions sur le passé de Raphaël, spécifiquement sur ses écrits pendant la période en prison. « Je n'ai pas mentionné le manuscrit », assura Thomas au téléphone, mais il semblait savoir ce qu'il cherchait. Il a offert de l'argent pour tout matériel que je pourrais avoir. Raphaël et Hélène échangèrent des regards alarmés. Mercier était effectivement sur la piste du manifeste. « Où est le manuscrit maintenant ?» demanda Raphaël tendu. « Gardé dans un endroit sûr », répondit Thomas avec prudence. « Mais je pense qu'il vaut mieux que tu viennes le chercher personnellement. Je ne fais pas confiance à l'envoi par la poste ou à des intermédiaires. » Le problème était que Thomas habitait à Paris. Raphaël devrait voyager pour récupérer le manuscrit, et sa conditionnelle imposait des restrictions au déplacement. Interrégionaux sans autorisation préalable. Une autorisation qui prendrait des jours à obtenir, des jours qu'ils n'avèrent pas. Une fois de plus, la famille se réunit pour discuter des options. Ce fut Michel qui proposa la solution. « J'irai », s'offrit-il avec simplicité. « Je peux partir demain matin et être de retour le soir avec le manuscrit. » Raphaël hésita. Envoyer Michel signifiait l'impliquer encore plus profondément dans une situation potentiellement compromettante. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Si Mercier découvre que tu cherches ce matériel, je ne suis que le fils d'Hélène, visitant un ami à Paris. » répondit Michel avec un sourire confiant. Rien de suspect là-dedans. Le lendemain matin, Michel partit dans fin vol pour Paris, emportant des instructions précises pour rencontrer Thomas. La journée se traîna à la maison durable, tous essayant de maintenir une routine normale tout en attendant des nouvelles. Raphaël se plongea dans le travail physique de l'expansion, comme il le faisait toujours quand il avait besoin de contrôler son anxiété. Hélène finalisait des rapports pour la Fondation internationale, se forçant à se concentrer sur les mots. Louise coordonnait l'équipe de volontaires, jetant des regards occasionnels à son téléphone portable. En fin d'après-midi, quand le soleil commençait à baisser, le téléphone d'Hélène sonna. C'était Michel. « Je l'ai », dit-il, la voix tendue mais triomphante. « Je suis à l'aéroport en attendant le vol de retour. J'arrive dans 2 heures. » Hélène transmit la nouvelle aux autres, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension renouvelée. Ils auraient le manuscrit, mais qu'en feraient-ils? Le détruire semblait incorrect, une négation de l'histoire de Raphaël. Le conserver était un risque. Quand Michel arriva enfin, il faisait déjà nuit. Ils se réunirent dans le salon de la maison, où il remit une grosse enveloppe brune à Raphaël. « Je ne l'ai pas ouverte », assura-t-il. « Mais Thomas m'a demandé de te dire qu'il a aussi inclus quelques lettres que tu as écrites de prison. Il a pensé que tu aimerais les récupérer. » Raphaël accepta l'enveloppe avec révérence et crainte, comme quelqu'un qui reçoit une partie de lui-même qu'il avait délibérément laissée derrière lui. Il l'ouvrit d'une main légèrement tremblante, révélant une épaisse liasse de feuilles manuscrites, certaines déjà jaunies par le temps, couvertes d'une calligraphie dense et passionnée qu'Hélène ne connaissait pas. Manifeste pour une insurrection écologique, lut Michel regardant la première page, titre percutant. Raphaël sourit tristement. « J'avais 33 ans et je pensais avoir toutes les réponses », commenta-t-il, feuilletant les pages avec un mélange de nostalgie et d'embarras. « J'étais convaincu que seules des actions radicales pouvaient arrêter la destruction environnementale. » Hélène s'assit à côté de lui, touchant doucement les pages. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je sais que je n'ai pas toutes les réponses, que le changement réel est plus complexe, plus lent, plus collaboratif que je ne l'imaginais. » répondit-il, regardant la maison autour de lui, la famille réunie, mais aussi plus profond quand il se produit. Louise, qui feuilletait quelques pages détachées, leva les yeux avec une expression surprise. « C'est remarquable, Raphaël. Il y a une intensité poétique ici, une urgence qui résonne encore. » Il rit, embarrassé. « Probablement la partie la plus radicale de mon manifeste est le langage. Je n'ai jamais été très modéré dans ma façon de m'exprimer. » Michel, qui avait naturellement assumé le rôle de stratège du groupe, ramena la conversation aux questions pratiques. « Nous devons décider quoi faire avec cela, » dit-il. « Sérieux, la réunion de Mercier avec le procureur est demain. » Après une longue discussion, ils arrivèrent à une décision surprenante. Ils ne cacheraient pas le manuscrit. Au lieu de cela, Raphaël écrirait une nouvelle préface,
contextualisant le texte comme faisant partie de son cheminement personnel et intellectuel, expliquant comment ses idées avaient évolué depuis lors vers une approche d'activisme constructif. Hélène aiderait à éditer cette préface, garantissant clarté et honnêteté sans autocritique inutile. Si Mercier tente d'utiliser le manuscrit contre nous, nous serons préparés, expliqua Michel. Nous pourrons montrer que nous ne cachons rien, que Raphaël reconnaît la radicalité de ses positions antérieures et peut articuler comment et pourquoi ses visions se sont transformées. C'était une stratégie risquée, mais elle avait l'avantage de la transparence. Et comme Hélène le rappela, elle était alignée avec les valeurs fondamentales de la maison durable: honnêteté, responsabilité, transformation. Raphaël et Hélène passèrent une bonne partie de la nuit à travailler sur la nouvelle. Préface. Pour lui, c'était un processus douloureux et libérateur de confronter son moi plus jeune, de reconnaître la colère justifiée qui avait motivé ses écrits, mais aussi la rigidité idéologique qui les avait limités. Pour elle, c'était une opportunité de connaître une facette de Raphaël qui avait existé avant leur rencontre, de compléter le puzzle de l'homme qu'elle aimait. Aux premières heures du matin, quand ils eurent enfin terminé, le résultat était un texte puissant qui ne reniait pas le manifeste original, mais le situait comme partie d'une trajectoire continue d'engagement envers la justice environnementale, une trajectoire qui trouvait maintenant son expression dans la maison durable et son modèle d'activisme communautaire et éducatif. « C'est parfait », déclara Louise après avoir lu la préface. « Honnête, réfléchi mais ferme dans ses convictions fondamentales. Maintenant, nous devons être prêts pour le prochain mouvement de Mercier », rappela Michel, toujours pragmatique. Le jour de la réunion avec le procureur arriva avec une tension palpable à la maison durable. Grâce à ses contacts, Carmen avait pu découvrir que la rencontre aurait lieu à 14 h au ministère public. Raphaël, Hélène, Michel et Louise décidèrent de maintenir la routine normale, refusant de rester paralysés par l'appréhension. La SEI. Matinée se déroula avec les activités habituelles. Un atelier de compostage pour des élèves d'une école publique voisine, du travail dans le potager communautaire, des réunions techniques sur le système d'énergie solaire étendu. Vers midi, quand les élèves étaient déjà partis et que la maison était relativement calme, la sonnette retentit. Hélène ouvrit la porte et se retrouva face à face avec Auguste Mercier. « Professeur Hélène », salua-t-il avec une cordialité feinte. « Pouvons-nous parler ?» Elle sentit son sang se glacer mais garda son sang-froid, l'invitant à entrer. Raphaël, qui travaillait dans le jardin, vit l'arrivée du visiteur et s'approcha, tendu mais contrôlé. Michel et Louise, discrètement, alertés par Hélène, restèrent à proximité observant la scène. « Monsieur Mercier », salua Raphaël, tendant la main dans un geste de civilité qui surprit visiblement l'entrepreneur. « À quoi devons-nous votre visite ?» Auguste Mercier semblait légèrement déconcerté par l'accueil calme. Il s'attendait clairement à trouver une ambiance d'anxiété et de peur. « Je suis venu faire une proposition », déclara-t-il, retrouvant sa posture arrogante. « Avant ma rencontre avec le procureur Valette cet après-midi. » Hélène sentit son estomac se nouer. Alors, il avait vraiment quelque chose. « Quel genre de proposition ?» demanda Raphaël, indiquant qu'il s'assoit dans la salle commune. Mercier s'installa dans un fauteuil fait de palettes, regardant avec dédain le mobilier recyclé. Il sortit de la poche de sa veste une enveloppe et la posa sur la table centrale. « J'ai ici des copies de quelques pages très intéressantes, » dit-il avec un sourire froid. « Des extraits d'un certain manifeste pour une insurrection écologique, écrit par vous pendant votre période en prison. Un texte qui défend des actions directes contre des projets immobiliers, qui remet en question le concept de propriété privée dans des zones d'intérêt écologique, qui propose, selon vos propres mots, une résistance par tous les moyens nécessaires. » Raphaël ne montra pas de surprise, seulement une tranquille acceptation, ce qui dérouta visiblement Mercier. « Je suppose que vous avez l'intention de montrer ces extraits au procureur cet après-midi, » dit Raphaël sans inflexion dans la voix, « pour suggérer que je continue à maintenir des idées radicales incompatibles avec ma conditionnelle. » « Exactement, » confirma Mercier, retrouvant sa confiance, ce qui résultera probablement en une réévaluation complète de votre cas, possiblement un retour en prison et certainement la fin de ce projet. Hélène observait la scène le cœur serré, mais confiante dans la stratégie qu'il
avait développé. Raphaël restait calme, presque serein. « Et quelle est votre proposition, monsieur Mercier ?» demanda-t-il directement. L'entrepreneur se pencha en avant, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Fermez volontairement la maison durable. Transférez la propriété à ma société immobilière, pour une juste valeur, bien sûr. Éloignez-vous de la professeure Hélène et de sa famille. Déménagez dans une autre région recommençant loin d'ici. En échange, ces copies n'arriveront jamais au procureur Valette. » Un silence pesant suivit la proposition. Hélène ressentit une vague d'indignation parcourir son corps. L'audace de cet homme, pensant qu'il pourrait simplement effacer tout ce qu'ils avaient construit, séparer la famille qui s'était enfin réunie. Ce fut Michel qui rompit le silence, faisant un pas en avant avec l'assurance de quelqu'un qui avait négocié de nombreux accords d'entreprise. « Une proposition intéressante, monsieur Mercier, » dit-il, surprenant tout le monde. « Mais incomplète. Vous n'avez montré que quelques-unes de vos cartes. Permettez-nous de montrer les nôtres. » D'un geste, il indiqua à Louise, qui apporta un dossier et le remit à Raphaël. Il l'ouvrit, révélant le manuscrit original complet, ça maintenant précédé par la nouvelle préface. « Voici le manuscrit complet », expliqua Raphaël le poussant vers Mercier, accompagné d'une préface actuelle, contextualisant le texte comme partie de mon parcours personnel et professionnel. Nous ne cachons rien. En fait, nous envisageons de le publier, avec le soutien de la Fondation internationale qui finance notre expansion comme document historique du mouvement environnemental français. Mercier feuilleta le manuscrit avec une expression incrédule, ne s'attendant clairement pas à ce revirement. « Mais ce n'est pas tout », ajouta Hélène, assumant maintenant sa part dans le plan. « Nous aimerions aussi vous montrer ceci. » Elle remit à Mercier un dossier contenant la couverture récente de la presse sur la maison durable, les reconnaissances institutionnelles, les partenariats internationaux. Au sommet, un mémorandum sur papier à en-tête confirmait l'intérêt de la Fondation à documenter le projet comme modèle à répliquer dans toute l'Europe et l'Amérique latine. Vous pouvez certainement essayer d'utiliser des extraits décontextualisés d'un texte écrit il y a 8 ans pour attaquer Raphaël, continua-t-elle, avec la fermeté de quelqu'un qui avait passé des décennies à affronter des salles de classe. Mais vous devrez expliquer pourquoi vous êtes si déterminé à détruire un projet célébré internationalement comme une innovation sociale et environnementale. Un projet qui emploie des personnes, éduque des communautés, développe des technologies durables à faible coût. Louise s'approcha, ajoutant un élément de plus à la contre-offensive. Et peut-être devrez-vous expliquer aussi votre propre rôle dans la destruction de zones de protection environnementale dans vos projets, dit-elle, plaçant sur la table un dossier avec des coupures de presse sur les controverses impliquant les projets de Mercier. Des informations qui, curieusement, n'ont jamais abouti à des enquêtes appropriées, jusqu'à présent. Le message était clair, s'ils attaquaient, ils contre-attaqueraient avec toute la force de leur réseau de soutien et d'information. Le visage d'Auguste Mercier passait par une succession d'émotions, surprise, colère, calcul, froid. Finalement, il se leva, ajustant sa veste avec une dignité forcée. « Vous bluffez », dit-il, mais sans la confiance antérieure. Aucune de ces menaces voilées ne m'empêchera de présenter les faits au procureur. Raphaël se leva aussi, regardant Mercier avec un calme qui émanait de la force. « Ce ne sont pas des menaces, monsieur Mercier. Ce sont simplement les conséquences naturelles d'une dispute publique que vous semblez déterminé à initier. Une dispute qui, franchement, ne bénéficiera à aucun d'entre nous. » Il fit une pause significative. « Mais peut-être y a-t-il une alternative. »« Quelle alternative ?» demanda Mercier, méfiant. « La paix, » répondit Raphaël simplement. « Vous laissez la maison durable en paix. Vous vous concentrez sur vos propres projets. Nous suivons notre chemin développant un modèle qui, honnêtement, s'adresse à un public complètement différent du vôtre. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis. » Mercier rit, un son sec et sans humour. « Après tout ce que vous et votre groupe m'avez coûté ?»« Le passé est le passé, monsieur Mercier, » intervint Hélène doucement. « Nous avons tous commis des erreurs, nous. Avons tous droit à la rédemption. La maison durable est la façon dont Raphaël reconstruit sa vie, comme elle l'a été pour moi, pour mes enfants. Ne serait-il pas préférable de canaliser votre énergie pour construire quelque chose de nouveau,
plutôt que d'essayer de détruire ce que d'autres ont construit? Quelque chose dans la simplicité de cet appel sembla toucher une corde chez Mercier. Pendant un bref moment, une expression presque vulnérable traversa son visage, vite remplacée par le masque habituel de contrôle. « Je vais considérer vos observations, » dit-il finalement, récupérant ses copies et se dirigeant vers la porte. « Mais ne pensez pas que c'est terminé. » Quand la porte se referma derrière lui, les quatre restèrent silencieux, traitant ce qui venait de se passer. Ce n'était pas une victoire définitive, mais ils avaient résisté à l'attaque frontale. Maintenant, il restait à voir si Mercier poursuivrait son plan de rencontrer le procureur ou reconsidérerait sa vendetta personnelle. « Vous avez été incroyable », dit finalement Raphaël, regardant avec admiration Hélène, Michel et Louise. « Je n'aurais jamais imaginé avoir une famille comme celle-ci. » Le mot « famille » flotta dans l'air,